Mes chers collègues, on va attaquer cette audition, cette nouvelle audition du ministre. Ravi de vous retrouver après nos deux auditions ce matin consacrées à l'écoute des représentants des pays scandinaves et nordiques et des pays également de l'Europe de l'Est sur leur modèle d'armée. En tout cas, monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'une actualité importante, celui de l'aide militaire de la France à l'Ukraine. Et ce seul sujet, je sais que mes chers collègues, vous seriez ravis de le questionner le ministre sur d'autres sujets, mais je vous propose de nous concentrer, on va dire, ce sujet d'importance, d'autant plus qu'il fait l'objet d'une couverture médiatique forte, et donc il est nécessaire de ne pas laisser libre cours à de nombreuses contes de vérité que nous avons pu lire dans la presse. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Commission a lancé une mission d'information pour mieux évaluer ce soutien militaire à l'Ukraine, dont les rapporteurs seront Lionel Royer-Perrault et Christophe Naegelen. Et finalement, aujourd'hui, nous allons ouvrir le mouvement de manière collective sur ce sujet-là, mais vous aurez à cœur, chers collègues, de dépasser ce travail et de nous rendre les conclusions de votre mission, puisque bien entendu, 2 heures ne seront pas suffisantes. Comme vous le savez, nous revenons d'un déplacement dans les pays baltes avec plusieurs collègues, Jean-Louis Thiriot, Fabien Lenné, Pierrick Berthelot, et c'est peu dire que ces États regardent à la lettre l'aide apportée par chaque pays à l'Ukraine, et nous sommes conscients qu'il existe parfois une forme de rivalité médiatique qui a pu s'installer entre différents pays, qui conduisent parfois certains à céder à des effets d'annonce sans que les promesses ne soient toujours suivies des faits. Notre pays a choisi pour sa part, dans un premier temps, une relative discrétion, ce qui a donné lieu parfois à des batailles de chiffres, mais aussi à certaines critiques. Et pourtant, notre pays, on le sait, joue un rôle extrêmement important dans cette aide, ne serait-ce qu'au travers de l'exemple de la cession d'AMX d'ICRC, qui a conduit d'autres pays à livrer des chars lourds de conception occidentale. Et l'Ukraine a, à plusieurs reprises, marqué sa reconnaissance envers l'action de la France. Et encore récemment, le ministre de la Défense ukrainienne nous a témoigné de ce soutien-là et insisté sur la fiabilité et la pertinence de l'aide française, qu'elle soit d'ailleurs de nature matérielle ou immatérielle. Voilà maintenant plus d'1 an que la guerre en Ukraine a éclaté, et encore aujourd'hui, aucune perspective de règlement pacifique de ce conflit n'apparaît. Je voudrais donc vous poser 3 questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous faire, monsieur le ministre, un bilan global de l'aide militaire que nous avons apportée à l'Ukraine? Il serait aussi utile que vous puissiez nous préciser la façon dont cette aide s'organise et est complémentaire avec celle de l'Union européenne, qui concerne aussi bien la formation que des cessions d'équipements, par exemple. Dans ce cadre, des précisions sur les mécanismes financiers mis en œuvre par l'Union européenne seraient les bienvenues, notamment sur la facilité européenne de paix, nos contributions et les remboursements dont nous avons pu bénéficier. Voilà pour la première question. Et la deuxième question serait finalement l'impact de cette aide militaire française, à la fois pour les Ukrainiens sur le terrain, mais également pour nos armées, car nous savons cette aide n'a pu s'effectuer, au moins dans un premier temps, que par le prélèvement sur leur stock et matériel en service. Et puis on pourrait également s'interroger, si le conflit venait à perdurer, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cette aide? Monsieur le ministre, pour répondre à ces questions, sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Heureux de vous retrouver pour cette séance de contrôle qui me semble d'ailleurs la bienvenue, parce que l'endurance avec laquelle nous devons évidemment envisager ce qui se passe en Ukraine nécessite aussi beaucoup de transparence, autant que faire se peut, avec la part de discrétion qui va avec le secret des opérations, évidemment. Mais enfin, je pense que c'est ce moment dans lequel il m'est donné de répondre à vos questions et de rendre compte à la représentation nationale de ce qui est fait, à mon avis, participe aussi à la fiabilité et à la solidité de la position de la France et de la manière dont on s'inscrit dans cette affaire-là et dans laquelle le président de la République a souhaité que nous agissions. Je ne vais pas être très long, si vous en êtes d'accord, monsieur le président, et peut-être répondre tout de suite un peu à vos questions, ce qui permet surtout peut-être de laisser de la place aux échanges les plus interactifs. Je crois qu'il y en a pas mal, c'est pour ça que je préfère le faire comme cela. Puis, on a déjà eu l'occasion de parler de la LPM fin janvier. Évidemment, très vite, je vais revenir devant vous pour parler de notre programmation militaire. Donc là, peut-être pour rentrer dans le détail sur l'aide à l'Ukraine. Bon, déjà, rappeler les principes, parce que parfois, il y a des choses assez étonnantes qu'on peut lire ici ou là dans la presse ou parmi certains commentateurs. Il est évident que c'est une aide de légitime défense. Bon, il faut redémarrer par là. Et qu'une aide de légitime défense, ça veut dire que nous aidons militairement un pays agressé, ce qui n'est pas la même chose que d'aider un pays agresseur, et que, par définition, nous sommes là pour que l'Ukraine puisse retrouver la plénitude de sa souveraineté et de ses frontières, en tout cas dans les critères que les Ukrainiens faudront bien définir. Je le redis aussi, puisque
si on veut que notre propre souveraineté soit respectée, il faut évidemment aussi faire respecter celle des autres et aider à faire respecter celle des autres. Ce n'est pas à géométrie variable. Cette aide à la légitime défense, elle est clairement aussi identifiée, elle ne correspond pas à ce que certains appelleraient le risque de co-belligérance. Je vois là aussi qu'il faut reclarifier les choses si besoin en est. Et donc, je redis ces principes, ce sont les mêmes depuis un an, mais évidemment, ils comptent beaucoup. La deuxième des choses, c'est évidemment que cette aide militaire ne vienne pas abîmer notre propre appareil de défense. Alors, ça peut venir le modifier un temps. Je reviendrai après sur les conditions de la soutenabilité. Au fond, c'est aussi un peu la question, Monsieur le Président, que vous m'avez posée. Mais la soutenabilité et abîmer sont deux registres complètement différents. Là aussi, j'aurai l'occasion de répondre à vos questions. Je ne vais pas plus avant sur ce point, mais c'est évidemment une ligne rouge que nous sommes fixés depuis le début, et fort heureusement, notre pays, pour plein de raisons, a des capacités quand même à le faire. Puis la troisième des choses, ça répond aussi à votre interpellation, ou en tout cas au questionnement sur les fameux classements, où il y a eu une petite mode médiatique autour de cette affaire-là. Considérons que l'honneur de la France, c'est de faire utile et d'être fiable. Et que moi, j'ai été frappé dans certaines ministérielles de l'OTAN, de l'Union européenne, du format Rammstein, d'avoir parfois des homologues, je ne donnerai évidemment pas les pays, mais dans lequel certains homologues commençaient à regarder l'efficacité de leur aide militaire au poids, au tonnage. Bon, c'est assez stupéfiant. Donc je pense qu'effectivement, notre manière de faire, depuis le début, c'est de coller au plus près des besoins en défense du partenaire ukrainien et de l'allié ukrainien. Et aussi, je l'ai souvent dit, d'être fiable, parce que c'est l'honneur de la France que de promettre ce qui est livré et de livrer ce qui est vraiment promis. Et puisque là aussi, parfois, des décalages ont pu se faire jour, pas une critique, c'est un fait. Et donc, au fond, de tous les classements du monde, cette fiabilité dont le président Zelensky a pu lui-même m'en parler quand je suis allé à Kiev ou lorsque je l'ai accueilli à Orly, lorsque, évidemment, je discute régulièrement avec mon homologue, cette fiabilité fait, au fond, notre marque de fabrique. Et je pense que c'est clé pour aujourd'hui comme pour demain. Ensuite, Monsieur le Président, il y a des segments sur lesquels nous sommes attendus. Ça me permet à la fois de faire le bilan, mais aussi, au fond, de parler un peu de l'actualité et de dresser quelques perspectives. La première des choses, et c'est strictement défensif en tout point, c'est évidemment la défense solaire. Et pour cause, parce que l'agression russe, elle se fait beaucoup par les airs, autant sur des cibles militaires, le champ de bataille, que des cibles civiles. Et ça a été évidemment la grande actualité, malheureusement, de tout l'hiver, des infrastructures plutôt énergétiques, plutôt dans des grands centres urbains, Kiev essentiellement. Et donc, évidemment, le solaire dit multicouche, différentes strates potentielles, est un des besoins sur lesquels l'Ukraine nous attend massivement. C'est vrai parce qu'on a démarré avec les Mistral, c'est vrai dans la zone dite intermédiaire avec les Crotale, et c'est évidemment encore plus vrai demain avec le centre TNG ou pour les Américains, le Patriot. Je crois que là, pour le coup, la défense solaire est évidemment un enjeu clé parce que c'est là où il y a des vies humaines, dans une dimension aussi plus humaniste, pardon, mais c'est là aussi il y a des vies humaines et des vies civiles à préserver. Le deuxième segment sur lequel nous sommes attendus, ce sont évidemment les équipements terrestres. Équipements terrestres qui permettent de mener des contre-offensives, qui permettent de fixer la ligne de front, qui permettent le cas échéant de reprendre des positions comme nous l'avons vu à l'automne, et qui permettent aussi au fond aujourd'hui d'avoir une situation sur le terrain que vous pouvez voir comme étant relativement équilibrée. Les Russes sont à la manœuvre, mais enfin à l'initiative, mais enfin on voit bien quand même qu'on est sur des lignes de front qui varient, mais qui ne varient pas de manière spectaculaire. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer les choses. Donc ces équipements terrestres, c'est vrai de l'artillerie, sur lequel nous sommes... la France a des références et une solidité. C'est vrai pour les vieux dispositifs, les fameux TRF-1 tractés. C'est vrai pour les dispositifs désormais bien connus de canon César, avec 18 canons qui avaient été livrés pratiquement dans les premières semaines, les premiers mois en tout cas, du conflit. Des nouveaux canons 12 qui ont été achetés par le fonds de soutien. Je reviendrai sur le fonds dans un instant. C'est vrai des frappes en profondeur, avec les LRU, lance-roquettes unitaires, qui, au fond, d'ailleurs, assez curieusement, n'a pas été très médiatisé, alors que pourtant, nous l'avons annoncé. Et ça a été pour moi une grande stupéfaction de voir ce débat sur les chars émerger au mois de janvier en disant « armes lourdes, pas armes lourdes », ce qui a stupéfié tous les artilleurs, ou en tout cas tous nos soldats de l'armée de terre, parce qu'un canon César ou une pièce de LRU, c'est une arme lourde. Donc c'est là aussi, on a une approche trop médiatique aussi de ce qu'étaient les armements. Et au fond, c'est la doctrine d'emploi, c'est ce qu'on en fait aussi qui fait que c'est défensif ou évidemment offensif.
C'est vrai évidemment des TRF-1, j'en ai parlé, des AMX-10 RC, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui sont des chars qui viennent d'arriver en Ukraine. Ça répond aussi à des questions qui me sont peut-être posées. Des transports également de troupes, des VAB, enfin bref, un certain nombre d'équipements sur lesquels nous étions attendus. Puis après, il y a ce qui va autour. C'est une autre particularité française depuis le début, c'est que livrer un système ou une arme, c'est une chose. Livrer tout ce qui va avec autour en est une autre. Le MCO, les pièces détachées, les munitions qui vont avec, les carburants. Et donc, au fond, à chaque fois, nous avons essayé de dégager un kit, au fond, de se dire, bah voilà, non seulement on donne un système, mais on donne pour l'équivalent de 3, 4, 5 mois d'usage et de vie de ce système. Dans notre popularité chez les Ukrainiens et dans la fameuse fiabilité dont je vous parlais, ça a été un élément clé parce que livrer une carcasse de ferraille qui fonctionne quelques jours n'a pas d'intérêt. Et j'y reviendrai parce que le MCO, évidemment, est l'éléphant qui est dans la pièce et qui va s'inviter énormément dans les temps qui vont venir. Donc ça, évidemment, c'est un point clé. Le carburant dont on parle trop peu, mais qui est évidemment très important. L'enjeu maintenant, et j'en terminerai par là, évidemment, c'est la soutenabilité de cette affaire sur le moyen et le long terme. On voit bien que les choses peuvent durer, je ne le souhaite pas, mais enfin, en tout cas, on doit se préparer à ça. Et ça veut donc dire qu'il faut qu'on prenne un certain nombre de dispositions ou qu'on continue de persévérer dans des dispositions que nous avons pu prendre. Bon, déjà, à chaque fois que l'on peut privilégier de l'achat direct des Ukrainiens vers nos industriels plutôt que le prélèvement dans nos armées, il faut le faire. C'est le sens du fonds de soutien. Je m'en étais pas caché aussi auprès de vous la dernière fois, qui a aussi une vertu, pardon de ce mot, parce qu'il est décalé en période de guerre, mais qui oblige aussi nos industriels à travailler avec un partenaire allié en guerre, et donc aussi oblige à raccourcir les délais de livraison, éventuellement aussi les délais de prise de commande sur le terrain, évidemment, juridique ou financier. Donc ça, c'est évidemment important. Lorsqu'on a des prélèvements, être capable de recompléter le plus vite possible, ces fameux dispositifs économie de guerre. Là aussi, je crois que vous avez des questions à me poser sur le sujet, donc je me réserve pour dans un instant, mais j'ai fait du César, évidemment, l'exemple un peu de ce que je souhaite désormais pouvoir faire sur d'autres équipements. Au fond, on a donné des Césars, on a prélevé 18 Césars dans les stocks de l'armée française dès les premières semaines, et je dis du conflit. Bon, bah là, je peux vous annoncer qu'une trentaine de Césars vont être livrés entre le mois de novembre de cette année et le mois de mars de l'année 2024. On était sur un délai pratiquement de 44 mois pour produire un César. Les délais vont tomber à 18. On commence à être dans quelque chose qui devient significativement différent et qui donc nous permet aussi de regarder évidemment les sessions à venir un peu différemment parce que dès lors que l'industrie commence à produire, évidemment, c'est clé. La soutenabilité, j'en ai commencé à en parler, c'est évidemment le MCO. Il y a forcément une attrition. Alors, l'attrition au combat est une chose. L'attrition par l'usure, l'attrition naturelle d'un équipement en est une autre. Et là, il est clair qu'on doit pouvoir faire mieux. Formation sur le MCO, beaucoup de choses sont faites, en lien avec nos partenaires et amis polonais. Formation ou évidemment à distance aussi. Bon, là, je répondrai aussi à vos questions. En tout cas, c'est un enjeu sur lequel la France souhaite être aux avant-postes. Formation, j'en ai aussi un tout petit peu parlé. On a aussi plusieurs types de formations sur lesquelles nous avons effectivement déplié tranquillement notre offre de formation pour correspondre à des besoins que d'autres partenaires européens ou occidentaux ne mettaient pas en œuvre. C'est aussi pour ça que parfois, à votre interpellation, mais pourquoi on a pu apparaître comme étant un peu en décalé, tout simplement parce qu'on a aussi pris des segments qui étaient rares. Voilà. Donc, par définition, sur des unités plus petites, sur parfois un nombre de soldats plus réduit, mais ça aussi on l'assume parce que c'est ce que nous demandaient les Ukrainiens, donc nous l'avons tout simplement fait. Et enfin, l'économie de guerre est évidemment une des conditions aussi de la soutenabilité à long terme. Facilité européenne de paix, puisque vous m'avez posé la question, ça aussi c'est un enjeu majeur. J'étais assez étonné au début que les fameux classements dont vous avez fait référence ne traduisent pas la facilité européenne de paix. C'est absolument invraisemblable. Ça veut dire au fond que seule l'aide bilatérale était comptabilisée, mais tout ce qu'on faisait de manière mutualisée en multilatéral ne rentrait pas en ligne de compte. C'est-à-dire que d'autres pays donnaient des armes au fond payées par la France en remboursement, et ça comptait pas comme aide à l'Ukraine. Ça aussi c'était absurde, donc je suis heureux que ces différents instituts aient pu corriger ce biais méthodologique majeur. Et donc la facilité européenne de paix fait l'objet évidemment d'une contribution importante de la France, pratiquement 1 milliard d'euros, qui est une facilité dont je vous rappelle qu'elle doit aussi pouvoir
servir à nos partenaires africains, parce que c'est pour cela qu'elle avait été créée initialement, mais tout le monde comprend très bien que ce soit l'instrument le plus efficace, le plus réactif en ce moment pour aider l'Ukraine. Voilà de manière synthétique, Monsieur le Président. Et évidemment, je me tiens à la disposition de tous les commissaires pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir brossé en si peu de temps un retour aussi global de l'aide militaire française à l'Ukraine. Je vois qu'il y a déjà de nombreuses questions et je vous propose de continuer dans la démarche que nous avions inaugurée lors de la dernière audition avec une autre forme d'interactivité avec les orateurs de groupe, mais en demandant aux orateurs de groupe, si possible, de se limiter à une intervention de 2 minutes, puisque je vois qu'il y a énormément de questions. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Lionel Royer-Perrault. Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble des commissaires du groupe Renaissance, je vous remercie pour votre présence cet après-midi devant nous. C'est déjà la 4e fois que nous vous auditionnons depuis le début de la législature et donc je tiens à souligner votre grande disponibilité à venir répondre aux commissaires de la Défense nationale et des Forces armées. Un an après le début de la guerre en Ukraine, l'aide internationale à la légitime défense, comme vous venez de le dire à l'instant, est largement disséquée. Tel pays se montrerait particulièrement généreux. L'aide états-unienne, première armée du monde, s'élèverait à plus de 44 milliards de dollars. Tel autre, à contrario, ne ferait preuve que d'un faible volontarisme. C'est ce qui est, Monsieur le ministre, et vous le savez bien, régulièrement reproché, vous venez d'ailleurs de le dire, par les médias et certains think tanks à notre pays. Le classement faisant aujourd'hui référence, celui de l'Institut économique de Kiel, place notre pays au 9e rang des principaux donateurs d'aide militaire à l'Ukraine, avec un total de 700 millions d'euros. Je voudrais prendre ici pourtant le contre-pied de cette affirmation, qui me semble manquer, c'est le moins qu'on puisse dire, de nuances. Notre soutien militaire se mesure davantage par la qualité du matériel fourni que par sa quantité. Mentionnons, et vous l'avez dit à ce titre, la livraison de 18 canons César, de 15 canons tractés TRF-1 de 115 mm, prélevés par urgence sur nos propres stocks. Nous savons de plus que l'aide de la France passe très largement par une dimension multilatérale, notamment dans le cadre européen de la Facilité européenne pour la paix que vous avez signalé à cet instant, et par le fort soutien de l'OTAN en termes d'équipement et de formation. Enfin, ce classement fait la part belle aux effets d'annonce et j'ai le défaut de croire que notre pays, mais là aussi vous l'avez dit, offre ce qu'il promet, ce qui n'est pas une qualité unanimement répandue et me semble-t-il, il faut le préciser. En somme, Monsieur le ministre, comment pouvons-nous infléchir la rhétorique ambiante faisant de notre pays un allié, soi-disant, de second ordre du courage ukrainien? Je note d'ailleurs que la question de l'influence informationnelle est aujourd'hui capitale et émet le souhait que notre future loi de programmation militaire en cours de finalisation s'attelle également à renforcer nos possibilités en la matière. Le soutien militaire à un pays en guerre n'est pas une action anodine, nous le savons, et nous mesurons ici pleinement ce que cela sous-tend en termes symboliques et capacitaires. Les millions et les canons ont des conséquences concrètes sur le champ de bataille. Suivant les appartenances doctrinales, il est tout à fait légitime aux politiques de trouver le soutien apporté, qu'il soit timoré, calibré ou pour certains insuffisant. Sans vouloir déclencher de polémiques inutiles et inopportunes, j'aimerais, Monsieur le ministre, vous interroger sur la chaîne de décision politico-administrative de telles livraisons et notamment sur la place que le Parlement pourrait jouer en ce domaine. Et je termine. Les réponses que vous pourrez nous apporter serviront à nourrir la réflexion de la mission d'information flash consacrée donc au soutien militaire à l'Ukraine, dont j'ai l'honneur d'assurer donc la direction avec mon collègue Christophe Nangelen. Je vous en remercie. Effectivement, merci pour cette question. J'avais fait transmettre l'information au coordinateur de groupe de se limiter à 2 minutes et on a un peu dépassé. Il va m'être difficile maintenant de demander aux autres groupes de respecter un temps de 2 minutes, mais je sais que le ministre a toutes les capacités pour être très synthétique. Et à chaque fois que je viens, c'est de plus en plus difficile. Efficace. Sur les classements, je pense qu'on s'est déjà dit un certain nombre de choses. Moi, je pense que la guerre est une chose grave et que j'ai parfois du mal avec ces rhétoriques trop médiatiques de classement tous les 15 jours. Enfin, je veux dire, c'est pas...
Est-ce que Winston Churchill aurait eu son classement pour savoir s'il aidait suffisamment bien la France libre du général de Gaulle en d'autres temps? Enfin, pardon, comparaison n'est pas raison, mais je trouve que la gravité de la situation demande un peu de calme. Moi, ce que je vois, c'est quand le président Zelensky quitte son pays, il va à Washington pour des raisons qu'on comprend bien, il va à Londres et il dîne à Paris avec le président de la République et le chancelier Scholz. Voilà. Il y a des choses qui montrent bien le rôle de la France dans cette affaire, et on verra évidemment, je crois, l'histoire dira aussi les choses, et je pense qu'il faut effectivement être fiable et sérieux, et que ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. Chaîne de décision. Bon, nous, on est très respectueux des institutions en la matière. Il va sans dire que le président de la République, comme chef des armées, avalise politiquement, évidemment, l'ensemble des décisions de cession. Moi, je l'ai fait préparer systématiquement par l'état-major des armées, parce que, comme je vous l'ai dit, une des lignes rouges, c'est de ne pas abîmer notre appareil de défense. C'est donc aussi les armées, et il en revient aux armées, évidemment, de faire un premier avis. Ensuite, je demande un avis à la délégation générale pour l'armement, à la capacité pour l'industriel, le cas échéant concerné, à recompléter rapidement. C'est souvent ces deux critères qui permettent de commencer à avoir un chemin de décision qu'on est capable de faire. À mon niveau, il y a évidemment l'échange avec le partenaire ukrainien. Quand je dis mon niveau, mon équipe ou moi-même, parce qu'une fois de plus, il faut que ça corresponde aussi à des réalités de besoins identifiés, exprimés sur le terrain, en lien avec la mission de défense, évidemment, présente à Kiev, en lien avec la mission de défense ukrainienne présente à Paris. Là, il y a un canal qui est très performant et qui fonctionne très très bien depuis le début, évidemment, du conflit. Juridiquement, l'acte de cession, c'est le ministre qui le signe, comme pour n'importe quelle cession, d'ailleurs, de n'importe quel matériel, dans quelques conditions que ce soit dans les armées. Et puis, évidemment, c'est moi qui vous rends compte, comme je le fais en ce moment même. Parfois, c'est vous, puisque le fonds de soutien, typiquement, est une décision du Parlement en tant que tel, que vous avez vous-même voté en projet de loi de finances rectificatif. Et puis, comme nous sommes dans une loi de programmation militaire, par définition, évidemment, il y a un tableau quand même qui fixe l'ensemble des éléments. Et je dépasse juste de 5 secondes de plus pour dire, et vous confirmer à la représentation nationale, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, que précisément l'aide et le soutien à l'Ukraine sortira de la loi de programmation militaire, parce que nous considérons que la loi de programmation militaire, c'est pour le format des armées, de nos armées, parce que c'est pour donner quelque chose en transparence vis-à-vis du Parlement, et qui donne aussi un cadre pluriannuel d'exécution d'un certain nombre de programmes d'investissement, et que donc l'aide à l'Ukraine rebasculera en annualité budgétaire sur lequel, en tant que parlementaire, vous aurez donc à vous exprimer et à voter. Et puis je rajouterai aussi que dans le cadre des commissions de contrôle, et en tout cas d'explication des licences d'exportation d'armes, en 2023, au mois de juillet, je crois, prochain, avec les ministres de Bercy et les ministres du Quai d'Orsay, j'aurai à vous rendre compte des différentes licences d'exportation qui auront été prises pour l'Ukraine. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette annonce importante également de la finalement, sur le fait que cette aide militaire ne rentre pas dans la LPM. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Caroline Colombier. Je vais essayer de respecter le temps. Au nom du groupe Rassemblement National, je vous remercie également de votre présence et de vos explications très claires et directes. Depuis le début du conflit, l'Ukraine et la Russie subissent des pertes matérielles et humaines extrêmement élevées. Selon le site de renseignement Source ouverte Oryx, la Russie a perdu plus de 9 628 véhicules, tandis que l'Ukraine en a perdu environ 3 077. Parmi ces véhicules, de nombreux chars d'assaut modernes, des pièces d'artillerie, des radars, des avions de chasse et même un croiseur. Ces chiffres sont d'autant plus impressionnants qu'ils sont tronqués. Seules les pertes confirmées y figurent. Ils ne prennent pas en compte non plus la consommation de munitions qui dépasserait les capacités de production de tous les pays de l'OTAN réunis, États-Unis inclus. Du côté des pertes humaines, les estimations américaines donnent un bilan global approximatif de 200 000 blessés et tués au combat. Inutile d'en faire un tabou, si nous venions à subir un conflit de cette ampleur, nos armées, pourtant les meilleures d'Europe, n'auraient pas les capacités de tenir dans le temps. Ce qui nous amène au sujet de la future loi de programmation militaire. Jamais depuis la guerre froide, nous n'avions autant eu besoin d'une armée forte aux capacités décuplées. Il faut sortir des logiques échantillonnaires et nous donner les moyens de défendre la France non plus seulement dans le cadre d'une coalition, mais de manière indépendante. Face à des pays comme la Russie et la Chine, qui risqueraient un conflit pour aider la France à défendre, un conflit pour aider la France à défendre la Nouvelle-Calédonie, ou risquerait un conflit pour défendre nos intérêts en Afrique.
Dans le cadre de l'OTAN, quelle est la force de notre voix par rapport à celle des Américains ? La politique, c'est prévoir, et prévoir, c'est aussi prévoir le pire, malheureusement. Aussi, pouvez-vous nous garantir que la future LPM prendra en considération le rétex ukrainien, notamment sur la question de l'attrition des troupes et des matériels ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, je pense que si on veut être rigoureux, on ne peut pas se comparer à l'Ukraine. Non, mais je le dis ici à dessein à la Commission de la Défense nationale et Forces armées de la République française. On est une puissance dotée. On est une puissance membre de l'OTAN. La sensibilité politique que vous représentez conteste cette alliance militaire, c'est votre droit le plus strict. Mais enfin, au moment où nous parlons, peut-être, je vois le député Giletti qui remue. Ah bah, si c'est plus nuancé, vous me l'expliquerez. Mais comme le député Lachaud n'est pas là, je me tourne de l'autre côté. C'est très juste, je dois l'avouer. En tout cas, il est clair que l'appartenance à l'OTAN change la chose. Le fait, pardonnez-moi, mais d'être à l'ouest de notre plateau continental européen et non pas à l'est, change les choses. Bon. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer nos modèles d'armée. Et d'ailleurs, si on devait se comparer avec un autre pays, ça ne serait même pas l'Allemagne, ça ne serait pas l'Espagne, ça serait peut-être davantage la Grande-Bretagne, parce que c'est une puissance dotée, parce que c'est une puissance maritime, parce que c'est une puissance qui a eu aussi des outre-mer dans d'autres régimes, parce que le Commonwealth, c'est une alliance politique. Nous avons encore des territoires de souveraineté. Vous avez cité la Nouvelle-Calédonie. Donc, bon. Donc, on y reviendra, mais et je le dis pour le coup à dessein, notre modèle est bien français. Donc, comme il est bien français, ne cherchons pas à le comparer. En revanche, on peut essayer de le comparer dans le temps, par rapport à avant. Bon, est-ce que notre modèle d'armée aujourd'hui peut nous permettre de remporter toutes les batailles ? La réponse est non. C'est bien pour ça que la programmation militaire va venir y apporter des réponses. Tout simplement parce qu'il y a des nouveaux espaces de conflictualité. Le spatial, l'espace devient un endroit dans lequel la militarisation progresse à vitesse grand V. Les fonds sous-marins, le cyber, le détournement d'objets civils à des fins militaires dans le cadre de l'hybridité. Donc la réalité, au fait, c'est quelles sont les véritables menaces qui planent ou qui pèsent sur la nation française. Et le modèle d'armée et l'argent qu'on doit y mettre en face, mais pas que l'argent d'ailleurs, les politiques de ressources humaines, la préparation du corps social français, la résilience de manière globale, les forces morales, quelle est la préparation que l'on doit mettre en fonction des menaces et des menaces qui pèsent sur la nation française. Et donc c'est pour ça que je peste souvent contre les comparaisons avec l'Ukraine. Ou alors ce serait que tout l'œuvre des gaullistes dans les années 60 sur la dissuasion nucléaire, sur le fait d'être une puissance dotée coûte que coûte, n'aurait servi à rien. Et ça, pour le coup, je pense que dans notre dissuasion, il faut aussi que les parlementaires, les ministres, les think tanks, les élites réexpliquent aussi ce que c'est qu'être une puissance dotée, par exemple, pour défendre ses intérêts vitaux. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je ne vois personne de la France Insoumise et j'espère d'ailleurs que Bastien Lachaud ne garde pas un trop mauvais souvenir de sa dernière question lors de votre précédente audition. Et j'en profite pour donner la parole à Fabien Roussel qui devra nous quitter plus prématurément. Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai tout fait pour pouvoir être là aujourd'hui dans cette journée un peu particulière. Mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour nous, c'est clair, la folie guerrière déclenchée voici un an porte un nom, celui de Vladimir Poutine. Il n'y a aucune ambiguïté pour nous dans ce conflit. Il y a bien un agresseur, je viens de le citer, et un pays en état de légitime défense auquel nous devons apporter tout notre soutien. Bien sûr, il sera temps, le moment venu, de s'interroger sur le rôle et la responsabilité de l'OTAN, des États-Unis, des pays qui ont toujours poussé leurs bases aux frontières de la Russie et provoqué le pouvoir russe. Mais la réalité, en tout cas, est là. La Russie a violé l'intégrité territoriale d'un pays, l'Ukraine. Nous devons, pour cela, forcément aider l'Ukraine, la population ukrainienne à se défendre, à protéger ses civils, à empêcher les bombes russes de tomber sur les maternités, les écoles, les hôpitaux. Mais c'est surtout, avant tout, ce que nous disons, tout doit être mis en œuvre pour mettre fin à cette guerre au plus vite, ne pas nous inscrire dans un conflit long, par la voie politique et diplomatique, par la négociation, avec comme objectif de faire respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Car tout le monde l'affirme, responsables politiques comme militaires, il n'y a aucune issue militaire à cette guerre, mettant en jeu d'immenses puissances, y compris nucléaires. La seule issue sera donc la négociation. Or, ces dernières semaines, des tabous ont été levés, de la livraison de chars lourds jusqu'à l'envoi tout récemment de systèmes de guidage américains permettant de transformer des bombes en missiles longue portée. Une telle escalade, si elle devait se poursuivre, irait à l'encontre de notre volonté initiale de ne pas devenir co-belligérants.
Je pose une question, la France prend-elle le risque d'entrer en guerre demain? Et pour pouvoir débattre de cette question, nous avons demandé à la Première ministre l'organisation à l'Assemblée nationale d'un débat sur le rôle de la France, sur les livraisons d'armes, sur sa stratégie politique, diplomatique, pour aboutir à un cessez-le-feu et l'ouverture de négociations entre l'Ukraine et la Russie. Pour le groupe communiste, le groupe GDR, le retour à la paix, au respect des peuples et à leur territoire, à la sécurité collective de tous les peuples d'Europe sont nos priorités. Et le peuple français, par le biais de son Parlement, doit pouvoir être associé à nos choix, tellement la question est importante et grave. Merci, monsieur le ministre. Ouais, merci, monsieur le député. Merci pour votre présence et la clarté du propos. Sur le fait d'associer le Parlement, je pense que c'est clé. Je pense qu'on a besoin de transparence, on a besoin d'explications. On n'en fera jamais assez. Ce sont des sujets en plus qui sont complexes. Malheureusement, les réseaux sociaux, parfois, les caricaturent. Donc, d'avoir du temps de déplier une pensée et de débattre va dans le bon sens. Pour ça, je remercie le président Gassillou de me convoquer cet après-midi. Ça ne vaut pas un débat dans l'hémicycle avec la Première ministre. En tout cas, à mon niveau, j'essaie de répondre à l'ensemble de vos questions. Un groupe de contact aura lieu. Alors, ce n'est pas un débat dans l'hémicycle, je le concède bien volontiers, mais un groupe de contact aura lieu avec les différents présidents de groupe, je crois, dans 10 jours. Ce qui permettra aussi, d'ailleurs, à nos états-majors, aux services de renseignement, etc., de répondre à vos questions plus techniques, ce qu'on ne ferait pas forcément devant un micro sur, évidemment, la situation tactique sur le terrain. Parce que je pense aussi que c'est notre devoir, dans la mesure où on peut répondre aux questions de la représentation nationale, d'éclairer aussi sur la situation opérationnelle, militaire, telle qu'on peut la connaître. Donc merci pour la clarté. Deuxième des choses, vous avez raison, il est évident qu'un travail diplomatique et politique doit se mener. Le sujet, c'est le moment et les conditions. Je le dis d'autant plus que, quelles que soient nos opinions politiques, la France a toujours été à la manœuvre. Format Normandie avec les Allemands, avec des efforts, on pense à ce qu'on veut, mais des efforts importants évidemment qui se sont déployés. Ensuite, les allers-retours du président de la République entre Kiev et Moscou avant le début de l'agression participaient au fond, je crois, à une forme de consensus dans le pays et parmi les sensibilités politiques, parce que l'histoire de la France et la voix de la France, c'est quand même toujours justement ne jamais céder à l'escalatoire et de toujours permettre à la politique et à la diplomatie de faire son œuvre. Et puis évidemment, on est dans un moment dans lequel la situation sur le terrain est tendue, elle est difficile, on le sait. Bon. Et pour autant, on voit quand même des jeux d'acteurs qui évoluent. On ne peut pas ne pas parler de la Chine. Bon, et si le président de la République part bientôt en Chine, c'est aussi parce que ça permettra aussi de développer un dialogue plus global. Et j'y associerai aussi bien volontiers tous les pays de l'hémisphère sud, parce que ça devient aussi parfois une affaire trop occidentale. Donc il faut aussi évidemment associer la plupart des partenaires. Donc à votre interpellation sur la place du politique et de la diplomatie dans le règlement du conflit, il y a une permanence française évidemment autour de ce constat, ce que je veux évidemment réaffirmer ici. Bon. Après, c'est aussi aux Ukrainiens de donner les différents paramètres de discussion et de négociation, et pour cause, vous l'avez dit avec beaucoup de clarté, je vous en remercie une fois de plus, ils sont les agressés, et donc c'est à eux aussi évidemment de définir les contours des discussions. C'est ce qu'on dira d'ailleurs aussi à un certain nombre de pays qui peuvent jouer des rôles dans cette affaire-là. Ensuite, char lourd, je le disais en introduction, bon, déjà, une arme est une arme. Donc c'est quand même... Alors, certaines armes sont purement défensives, je parlais de la défense sol-air. Certaines armes, c'est la doctrine d'emploi de l'arme qui fait qu'elle est offensive ou défensive. Bon. Moi, j'ai pas beaucoup aimé la notion de char lourd parce que ça sous-entendrait qu'un char serait plus lourd qu'un César, plus létal qu'un César ou qu'un LRU. Tactiquement, sur le terrain, c'est pas vrai. On est sur des segments d'armement qui sont des segments d'armement qui sont tous lourds. Donc, sous-entendre qu'il y aurait des armes, vous l'avez pas fait, mais je le refais pour ceux qui nous écoutent, qu'il y aurait des armes légères et des armes lourdes, c'est techniquement pas vrai. Bon, ça, je pense que ce qui compte, c'est la manière dont les Ukrainiens s'en servent. Pour quelle bataille, pour quelle manœuvre sur le terrain, pour quelle contre-offensive. Et je le disais en introduction, pour le coup, dans le dialogue que nous avons avec les Ukrainiens, à chaque fois, il est clairement dit que les matériels qui sont donnés par la République française à l'Ukraine sont là dans le cadre de leur légitime défense. Et je le redis devant vous cet après-midi. Oui, effectivement, monsieur le ministre, ce groupe de liaison aura lieu pile dans une semaine, puisqu'il se tiendra mercredi prochain de 18 à 21h, et l'ensemble des présidents de groupes politiques et présidents de commission auront l'occasion de débattre, en tout cas d'échanger avec la Première ministre pendant plus de 3 heures. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Christelle Dintorni.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à vous remercier au nom du groupe Les Républicains pour votre présence aujourd'hui à nos côtés et d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Mes interrogations porteront sur la fourniture d'avions de combat Mirage dans le cadre de l'aide française à l'Ukraine. Le 30 janvier dernier, le président de la République a annoncé à ce propos que, par définition, rien n'est exclu. Nous avons eu des échos de plus en plus importants à ce sujet le mois dernier, mais la situation semble inchangée. L'Ukraine ayant perdu près de 57 aéronefs depuis le début du conflit, vous indiquiez vous-même qu'il n'y avait pas de tabou. Et tout porte à croire que la France s'apprête à briser ce tabou de l'envoi d'avions de combat. Nous le savons, l'aide française à l'Ukraine doit faire suite à une demande formulée par les Ukrainiens, sans risque escalatoire et pas de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider l'effort de résistance sans que ce soutien ne vienne affaiblir la capacité de l'armée française, comme vous en avez parlé dans votre propos introductif. Car si la France venait à fournir des avions de combat, il faudrait s'assurer que nous répondions à ces critères de cession d'armement en veillant aux besoins réels de tels appareils par les Ukrainiens et en prenant en considération le risque escalatoire que cela impliquerait. De plus, le volume de notre flotte d'avions de combat ne mérite peut-être pas un tel sacrifice et il faudrait veiller à l'utilité des 113 Mirage de l'armée de l'air et de l'espace pouvant encore profiter à nos armées. En somme, l'envoi d'avions de combat représenterait un grand pas dans l'effort de guerre en Ukraine et les risques laissent augurer un nouveau paradigme dans le conflit. Le chancelier allemand a laissé savoir qu'il était opposé à cette idée au moment où le Royaume-Uni donnait son accord pour la formation de pilotes ukrainiens. Tout cela soulève de nombreuses questions et nous en sommes en droit de nous demander si nous ne faisons pas face à une ligne rouge. Depuis le début du conflit, les alliés de l'Ukraine s'emploient à ne pas lui fournir d'armement capable de frapper les Russes sur leur territoire. Or, un avion de combat serait capable de les frapper au-delà des frontières de l'Ukraine. Le risque est bien réel, la rhétorique de menace de Moscou l'a bien compris, en prédisant des conséquences militaires pour le continent européen dans un tel scénario. Ainsi, Monsieur le Ministre, mon questionnement est donc le suivant. Où en est-on de la fourniture d'avions de combat Mirage à l'Ukraine ? En cas de fourniture de ces appareils, seront-ils vendus ou donnés ? Et qu'en est-il de la formation des pilotes ukrainiens sur ces avions de chasse ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre très directement, pas de tabou, ça veut dire pas de tabou politique, parce qu'après tout, pourquoi exclure une arme plus qu'une autre ? Parce que je le redis, c'est ce que l'on fait de l'avion, qui est défensif ou offensif. On pourrait dire la même chose pour les missiles. Vous pouvez détourner un missile Aster d'un SAMP-T pour faire de la défense solaire et en faire une arme offensive tournée vers une cible autre. Donc je pense qu'il faut que les commissaires à la défense, ici, on revienne aussi, au fond, à la doctrine d'usage des armes. Bon. Non, je pense que là, vous l'avez dit vous-même dans votre question, le vrai sujet, c'est la faisabilité technique, opérationnelle. Je pense que c'est plusieurs mois de formation. La flotte d'avions de chasse de l'armée française n'est pas infinie. C'est pas seulement un aviateur, c'est pratiquement une dizaine d'aviateurs, entre évidemment les pilotes, mais également ce qu'on appelle le plot, sur lequel évidemment les mécaniciens, etc. Le MCO sur un avion est redoutablement complexe. Bon, donc moi je suis transparent avec vous. Les priorités que je me suis assignées et que j'ai assignées au ministère, c'est comme je le disais tout à l'heure, la défense solaire, en plus protection du champ de bataille, protection des infrastructures civiles et des civils. Et je pense que là-dessus, il y a du consensus pour que la France fasse de gros efforts pour qu'on aille plus vite encore pour le faire. Et sur le segment des matériels terrestres, puisque les contre-offensives, qui elles sont bel et bien de légitime défense, je pense qu'il n'y aura pas de débat là aussi parmi les différentes sensibilités politiques, parce que je le dis pour voir s'il y en a un, nous permettra évidemment de répondre à cette affaire-là. Quand le ministre Resnikov est venu, le président Gassiyou peut aussi en témoigner, parce qu'il y a eu des contacts aussi au niveau parlementaire, dans les discussions que nous avons avec eux, c'est sur la défense solaire. Et je ne l'ai peut-être pas assez insisté, je m'en excuse dans mon propos liminaire, sur les munitions que nous sommes attendus. Souvent des munitions pour du matériel qu'on a déjà donné. Je pense notamment aux obus de 155 mm. Donc cette fiabilité à la française aussi nous permet de nous inscrire dans un temps beaucoup plus long sur lequel, au fond, il nous faut être endurant sur ce qui est déjà demandé. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe démocrate, la parole est à Josie Poitou. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Moi aussi, je tiens à vous remercier une fois de plus pour votre disponibilité, pour les informations partagées avec les membres de notre commission. Le soutien à l'Ukraine est un enjeu majeur qui prend de plus en plus d'importance alors que la guerre s'inscrit dans la durée.
Alors que les forces ukrainiennes consomment actuellement plus de munitions que l'industrie de défense européenne n'est capable d'en produire, Bruxelles a incité les États européens à faire davantage de commandes communes. Loin des armements très sophistiqués dans lesquels les entreprises françaises tendent à se spécialiser et de l'excellence échantillonnaire de la France, cette guerre montre que les besoins des Ukrainiens sont plus basiques et qu'il est préférable de se concentrer sur quelques types d'armements afin de faciliter la formation des soldats et la prise en main des équipements. Quelles leçons les armées et les industries françaises de défense vont-elles en tirer ? Le soutien à l'Ukraine a également marqué la réunion de Stockholm des ministres de la Défense. En résumé, je retiens que l'Europe a trouvé un accord pour engager 2 milliards d'euros dans des munitions, dont 1 milliard pour rembourser les États qui auront fourni directement le matériel à l'Ukraine. Les marchés à lancer seront supervisés par l'Agence européenne de la Défense. Les alliés européens ont promis ou déjà donné autour de 35 milliards d'euros. Selon les données reprises par les médias, la France, pour sa part, aurait alimenté l'aide européenne à hauteur de 6 milliards. Sans les remettre en cause, évidemment, les sommes en jeu sont considérables, quand bien même celles-ci ne seraient qu'une évaluation de journalistes qui n'ont peut-être pas connaissance de l'ensemble des soutiens et de leurs coûts. S'ajoutent par ailleurs d'autres sommes à la lecture des classements des pays, cette fois directement donateurs. Dans cette catégorie, la France se placerait ainsi à la 6e place mondiale avec 1,6 milliard d'euros. Mais dans ce cas, les cessions militaires françaises ne seraient pas comptabilisées. Tout cela devient particulièrement complexe. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter quelques éléments plus précis ? Avez-vous déterminé le montant exact des engagements français à ce jour ? Par ailleurs, alors que de multiples acteurs interviennent au fil des étapes dans les flux d'argent public en jeu, pensez-vous que la représentation nationale dispose de toutes les garanties pour exercer sa mission de contrôle parlementaire ? Cette mission de contrôle est une valeur pilier du groupe démocrate auquel j'appartiens. C'est pourquoi, en creux, ma question en soulève une autre. Les députés de la Commission de la Défense disposeront-ils un jour d'un niveau d'habilitation de nature à leur assurer le niveau de contrôle nécessaire ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bon, en 2 minutes, c'est compliqué de prendre tous les sujets. J'imagine, Madame la députée. Alors, comme vous avez tous la gentillesse de souligner le fait que je reviens devant vous, je vous fais la promesse de revenir de nouveau et sur les sujets de contrôle du Parlement, peut-être de l'évoquer dans le cadre de la loi de programmation militaire, parce que comme vous le savez, il y a un article de la LPM qui aussi traitera du sujet du contrôle, donc on pourra y revenir. Et j'indiquais aussi tout à l'heure dans mon propos qu'évidemment, lors de la séance aussi dédiée aux exportations d'armes, il va sans dire que pour cet exercice 2023, j'aurai l'occasion de présenter aussi évidemment un certain nombre d'éléments au Parlement sur les cessions d'armes à l'Ukraine. Bon, sur le retour d'expérience, on a déjà commencé à en parler lors de la dernière audition consacrée aux travaux préparatoires de la loi de programmation militaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de retour d'expérience à avoir. Votre question était beaucoup plus précise. Elle disait retour d'expérience pour les industriels. Je ne reviens pas sur l'économie de guerre, je ne reviens pas sur la réactivité. Dès lors que, au fond, notre BITD est imbriqué dans notre appareil de défense, il va sans dire que la gestion des sous-traitants, des stocks, de l'organisation, de la prévisibilité, etc., est un enjeu absolument clé sur lequel on aura l'occasion de revenir. Non, je pense qu'il y a aussi un enjeu sur la soutenabilité économique. C'est-à-dire que prendre un missile qui coûte 1 million d'euros pour aller abattre un drone qui coûte 50 000 $, c'est un non-sens, évidemment, en termes de soutenabilité. Voilà, je le pose là. C'est un des énormes enjeux qui nous attend pour la LPM. Donc, une proportionnalité des instruments et du matériel par rapport à ce qui est engagé. Bon. Et ça, en plus, on ne peut pas le faire seul, parce qu'il faut aussi regarder, évidemment, quelles sont les armes que l'on peut trouver en face de nous dans des conflits divers et variés éventuels. Et évidemment, les 20 ans de lutte contre le terrorisme armé que nous avons connu nous a donné une expérience sur un certain nombre de types d'armements qui n'a rien à voir avec un engagement majeur éventuel. Bon, et encore... Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que nous, Français, on prend et qu'est-ce qu'on se partage en coalition ? Parce que ce qu'on a vocation à tout prendre, même les Américains ne le font pas. Donc pourquoi ne le ferions-nous et on n'en aurait pas les moyens ? Donc voilà. Donc je pense que, je laisse le sujet ouvert parce qu'il va évidemment infuser l'ensemble de la discussion de la LPM en ces murs et il faudra évidemment qu'on y prenne le temps. Facilité européenne de paix, globalement 650 millions d'euros, plus 400 millions d'euros, donc le chiffre que vous avez indiqué, on n'en est pas très loin. Le fonds de soutien, et quant aux cessions, on ne les a pas chiffrées parce que ça ne semble pas indispensable, d'autant plus que chiffrer un matériel neuf qui va faire l'objet de recomplétude, on sait le faire.
chiffrer un vieux TRF1 qu'on n'aurait jamais remplacé par ailleurs, je pense que ça n'aurait pas de sens non plus pour être transparent. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Ils disent ah. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour vos éclairages. Je voulais comme on n'a que 2 minutes, en fait, je vais aller directement à ma question pour essayer d'être dans ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire un dialogue où on pose la question et on se répond, ce qui avait été décidé en bureau. Juste suite à la réunion à Stockholm, auquel vous avez participé avec les ministres de la Défense, Monsieur le Ministre, au sein de l'Union européenne, vous faites partie, donc il y a eu les questions autour de ce qui avait été abordé par Joseph Borrell sur la demande au sein de livrer 500 000 obus à l'armée ukrainienne dans les plus brefs délais. Et donc, du coup, je voulais avoir un retour sur l'ensemble des points que vous pouvez nous dire, évidemment, en commission, sur cette semaine à Stockholm, sur les échanges que vous avez pu avoir, puisque plusieurs sujets ont été abordés, dont l'Agence européenne de défense, les commandes, la formation en commun. Voilà, si vous avez, sans être dans secret défense, mais qu'on puisse avoir un retour sur cette réunion qui a fait pas mal d'articles de presse et sur lequel on voulait un peu échanger au-delà des articles et de ce qui pourrait être dit par vous. Monsieur le Ministre. Oui, merci beaucoup. Alors, bon, beaucoup de sujets, évidemment, européens sont dans l'atmosphère. On va continuer d'ailleurs lundi à Bruxelles avec la ministérielle Affaires étrangères et Défense. Donc là, les 2 ministres de chaque pays membre de l'UE. Bon, il y a toujours les discussions autour de la FEP, hein, parce que tout ça ne se fait pas tout seul. Évidemment, il faut l'avancer, parce que tout le monde est d'accord pour contribuer, mais enfin, la pérennité, évidemment, du fonds est un des enjeux qui compte beaucoup pour nous. Il y a des sujets, parfois d'ailleurs, que nous avions lancés nous-mêmes sous présidence française, comme EDIRPA, qui donne déjà un peu la culture d'achat en commun. Donc ça renvoie à votre question plus précise sur les achats que nous pouvons faire de manière groupée. Ça, c'est clé, hein, parce que l'effet de levier, évidemment, est autrement plus fort. Ça pose des questions de l'organisation de la BITDE, et évidemment des concurrences qui peuvent exister au sein des entreprises, évidemment, au sein de l'Union européenne. C'est sain, mais il faut le traiter, évidemment. Et très vite, en fait, on voit qu'un sujet est en train de monter. À mon avis, il est intéressant en termes de souveraineté globale, partagée du plateau continental européen. C'est évidemment l'accès à certaines matières premières. La poudre, pour donner un exemple très précis, très concret. On peut faire toutes les décisions d'achat en commun d'obus ou de munitions. Au bout d'un moment, est-ce qu'on a suffisamment de poudre disponible sur le continent européen pour alimenter l'ensemble des entreprises qui sont en situation de pouvoir fabriquer des munitions de quelque calibre que ce soit? Bon, ça, c'est typiquement un vrai sujet. Et c'est un beau sujet d'Européens, parce que là, pour le coup, on ne se fait pas concurrence entre nous. C'est une capacité tout simplement à exister sur l'ensemble de la planète pour être en situation de sanctuariser un certain nombre de stocks. Et le dernier élément, pour essayer de tenir mes 2 minutes, ce sont bien sûr les sujets de financement. Parce qu'il n'y a pas de vie économique sans, à un moment donné, accès à un certain nombre de financements. On voit bien les sujets de taxonomie, les sujets d'accompagnement bancaire dans l'investissement ou l'autofinancement que nos entreprises de la BITDE et donc de la BITD française, avec les difficultés qui sont les leurs en la matière, méritent aussi une discussion entre Européens, parce que parfois il y a une commission qui peut, à mon avis, évoluer sur ces sujets. En tout cas, moi, je tiens à rendre hommage publiquement au commissaire Breton sur les initiatives qui sont prises, parce qu'elles vont dans le bon sens et on commence à tirer quand même des conclusions de ce qui se passe en Ukraine, aussi à l'échelle européenne. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Larsonneur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais pour commencer avoir une pensée pour les 2 salariés grièvement blessés dans une usine de Nexter, associant à cette pensée les collègues du groupe Horizon et singulièrement mon collègue Loïc Carvran. Je veux dire ensuite que l'armée ukrainienne souffre. Elle résiste, mais elle souffre. Elle manque d'hommes, singulièrement. Elle manque d'équipement. Ensuite, il faut bien réaliser qu'une contre-offensive victorieuse supposerait aujourd'hui des centaines de chars, probablement des dizaines ou des centaines d'avions, des centaines de milliers de munitions de tout calibre, au regard de l'engagement majeur que constitue cette guerre et ce type d'engagement aujourd'hui. Je veux saluer les initiatives françaises
singulièrement la manœuvre réussie sur la MX-10 RC, qui a eu un effet d'entraînement réel, je crois, sur nos partenaires européens. J'aurais aimé que nous réitérions la manœuvre sur les Leclerc, non pas parce que c'est la flotte la plus adaptée, mais parce que peut-être aussi ça a eu un effet d'entraînement significatif pour les chars lourds. Et les choses avancent désormais avec la flotte de Léopard, qui est pour l'Europe la plus adaptée, comme les Abrams au plan américain. Je voudrais vous poser 2 questions. La première sur le niveau d'ambition que nous nous fixons aujourd'hui à date en matière d'aviation, sur les cibles en matière de Mirage que nous pourrions éventuellement céder, sur les cibles en matière d'entraînement et sur les délais que nous envisageons. Et la deuxième sur les questions cyber, une demande qui m'est souvent faite par les collègues homologues députés ukrainiens, en s'appuyant notamment sur un organisme qui existe, qui est la plateforme cyber Ukraine-OTAN, alors qui est un peu méconnue ici, mais qui serait une plateforme intéressante à la fois pour arrimer encore davantage l'Ukraine dans l'OTAN et pour aller plus loin dans notre coopération en matière de cybersécurité et de cyber-renseignement. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup. Sur les avions, je pense avoir déjà globalement bien tracé les éléments de position de la France, d'autant plus que, je le redis, je ne sens pas dans mes discussions avec nos partenaires ukrainiens que c'est là-dessus que nous sommes attendus, pour être tout à fait clair. Donc j'y reviens pas, je l'ai largement détaillé. Bon, les chars. Bon, déjà, la MX-10 RC, ils sont arrivés. C'est donc évidemment un premier paquet de chars. Moi, je suis en train évidemment de regarder comment on peut éventuellement faire une deuxième vague de cession, le cas échéant. Je suis en train de préparer un certain nombre de décisions pour le président de la République, parce que ces chars commencent à être bien pris en main par le partenaire ukrainien. Certains sont déjà partis sur la ligne de front. Alors, ce que je disais tout à l'heure, la notion de char léger, char lourd est un peu lunaire, parce que, je veux dire, ça reste des armes en tant que telles, et je ne reviens pas là aussi sur ce que j'ai pu dire. Charles Leclerc, je pense que, malheureusement, avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on n'aurait pas entraîné grand-chose, pour être très direct, pour 2 raisons. La première, c'est que pour entraîner, il aurait déjà fallu exporter. Et qu'au fond, c'est un des forces du char Léopard, c'est que la coalition Léopard, comme on dit, elle existe parce que beaucoup de pays européens disposent de ces chars. Et donc, au-delà des décisions allemandes en la matière, il y a un effet d'entraînement, y compris avec des pays du sud de l'Europe qui parfois ont pu en donner 3, 4 à la mesure de ce qu'ils peuvent faire. Il faut le respecter. Donc, évidemment, il faut exportation. Le Charles Leclerc, son exportation a été timide, je peux en témoigner. Donc évidemment, l'effet d'entraînement sur des partenaires à l'export était proche de 0. Puis la deuxième des choses, c'est qu'on ne produit plus. En fait, ça n'a pas été dit aussi clairement dans les médias, c'est pour ça que je profite de votre question pour le dire ici. Alors vous le savez, mais je le dis, c'est-à-dire qu'on parle des Abrams, les chars qui ont été promis par les États-Unis d'Amérique ne sont pas des chars issus de cession de l'armée américaine, mais des lignes de construction de chars, et donc ce sont des chars neufs qui vont arriver. Nous, on aurait donné des chars Leclerc, on n'aurait pas pu faire de recomplétude. Bon, donc ça, je réexplique cela parce que ça explique beaucoup de choses sur la décision, évidemment, que nous avons prise en creux, qui n'est pas un tabou politique, mais qui est très opérationnelle et qui est très concrète. Bon, 3, le cyber, c'est évidemment... je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions sur le rétex Ukraine, mais voilà évidemment un pan entier qui va mériter que l'on s'y attelle pendant la loi de programmation militaire. Il y a beaucoup d'attaques cyber, évidemment, dans le cadre du conflit, souvent à bas bruit d'ailleurs, dans les 2 sens, avec d'ailleurs un courage ukrainien, là aussi, qui est intéressant à noter, avec des coalitions internationales de cybercombattants aussi, qui est intéressante à regarder, qui pose évidemment des questions aussi sur les systèmes de protection et de défense que chaque pays doit développer, parce que comme il n'y a pas de frontières sur le cyber, l'enjeu évidemment de la perception du risque et du danger ou de la menace sécuritaire, elle est clairement à documenter. Vous avez parlé de l'OTAN. Pour être honnête, je le dis ici publiquement, je regrette que la question cyber ne soit pas plus prise en charge et mieux traitée au sein de l'Alliance Atlantique. Voilà. Typiquement sur les nouvelles menaces. Donc je pense que nous, Français, il faut qu'on sache aussi se rapprocher des partenaires qui ont pris de l'avance. Je pense que les pays de Baltes sont des pays intéressants sur la prise en compte du sujet cyber depuis maintenant de nombreuses années. Et là, pour le coup, il y aura évidemment des sujets à traiter avec eux. Voilà. Pardon, en 2 minutes, que j'ai largement exposé, c'est compliqué de répondre à tout. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Lyot, la parole est à Pierre Borel, à l'huissier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre,
Mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à commencer en adressant au nom de mon groupe un message de soutien déflectif à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Après un an de guerre, notre pays a fait preuve d'une mobilisation remarquable pour soutenir l'Ukraine, tant sur le plan financier que sur le plan des livraisons d'armes et de munitions. Je tiens également à rendre hommage aux côtés de l'action de nos armées à la mobilisation citoyenne pour aider les réfugiés. Cependant, une question s'impose à nous et à nos alliés. Souhaitons-nous contribuer pour seulement aider l'armée ukrainienne à résister aux forces russes, ou voulons-nous aller plus loin et lui donner les moyens de riposter et de repartir à l'offensive? Deux questions, Monsieur le Ministre. D'abord, la question de la livraison des avions de combat. Au fil des mois de guerre, nous avons vu les tabous sur les livraisons d'armes tomber les uns après les autres. Notre groupe ne remet pas en cause les doutes, ils étaient légitimes, mais le temps n'est plus aux hésitations face à cette guerre. Il faut désormais trouver une ligne unie avec nos alliés et s'y tenir au risque d'envoyer un message chancelant à l'Ukraine. Monsieur le ministre, vous avez dit que rien n'était exclu, mais concrètement, allez-vous franchir ce nouveau cap et livrer des avions de combat? On parle de céder des Mirage 200C, retirés récemment de service. À défaut, quid de livraison d'hélicoptères? Ils pourraient être mobilisés par des frappes ciblées. Le Royaume-Uni a déjà fait un pas en ce sens. Nous pourrions contribuer. Il y a aussi la question sous-jacente de la formation. Deuxième question, l'Europe de la défense. Notre politique européenne de défense a longtemps été limitée et s'est réveillée brutalement avec le conflit ukrainien. En dépit des annonces, les processus sont lents. Je vais prendre un exemple précis. L'Ukraine demande la livraison d'1 million d'obus de calibre 155, ce qui devrait lui permettre de tenir 6 à 10 mois. Au-delà du coût, on ne peut pas demander aux pays de puiser indéfiniment dans leurs propres stocks nationaux. La contribution ne doit pas se faire au détriment de notre propre armée. En ce sens, on parle d'un achat en commun piloté par l'Union. Concrètement, comment se présentera ce plan? Quel soutien budgétaire européen pour financer l'acquisition de ces nouveaux obus et comment mobiliser notre industrie de la défense? Et pour terminer, je voudrais remercier la Commission de la Défense au nom de la délégation qui s'est rendue sur le porte-avions Charles de Gaulle. On a eu un accueil fabuleux par les militaires et on a été aussi dûment informés des missions et de la réactivité française. Et je tenais à le dire aujourd'hui à la Commission. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Alors, peut-être en complément de ce que j'ai déjà dit, c'est le jeu, évidemment, du principe de l'audition. Bon, avion, je n'y reviens pas, j'ai été précis. Là, vous avez raison de pointer quelque chose d'important, c'est la dimension ligne unie, doctrine en tout cas convergente. À la rigueur de ligne unie, on va dire la doctrine la plus convergente possible. Bon, je crois déjà qu'il ne faut pas qu'on cède aux effets de mode. Enfin, moi, je l'ai suffisamment dénoncé, mais la mode de la défense sol-air dans tout le monde du mois de décembre. Ensuite, au mois de janvier, plus personne ne parle de défense solaire, alors que c'est pourtant l'actualité opérationnelle. Tout le monde parle de chars, avec, on ne sait pas pourquoi, des chars qui seraient des chars légers, des chars qui seraient des chars lourds. Terminaison complètement étonnante et stupéfiante. Ensuite, c'est le mois des avions. Bon, je pense qu'il faut qu'on remette effectivement de la méthode, ne serait-ce que par respect vis-à-vis de nos opinions publiques, qui vont évidemment pourraient ne plus comprendre pourquoi on fonctionne par à-coups, là où on est bel et bien dans un effort de temps long. Voilà, donc l'avion et les avions, je renvoie à ce que j'ai précédemment dit, et que moi je considère que la défense solaire est ce qui me préoccupe le plus au moment où je vous parle, parce que c'est une nécessité tant pour le champ de bataille et protéger et la défense et les contre-offensives ukrainiennes en légitime défense, que les infrastructures et évidemment population civile. Donc ça, je pense que c'est un point sur lequel, voilà, je peux être plus direct. En clair, le calendrier de livraison du SAMP est quelque chose qui me préoccupe et qui me mobilise beaucoup avec les Italiens pour qu'on soit capable de le déployer le plus vite possible, comme d'ailleurs les Américains sont en train de le faire sur le Patriot. Et ça, pour le coup, il y a une urgence. Là, pour le coup, elle est identifiée et ça répond, à mon avis, à votre inquiétude, en tout cas à votre interpellation. Europe de la défense. Bon, je crois qu'il ne faut pas qu'on se... Là aussi, les choses avancent malgré tout. Enfin, s'il y a quelques années, on s'était parlé théoriquement de la facilité européenne de paix, de voir en si peu de temps les choses se déployer, la capacité à aussi prendre des sanctions en commun et des paquets de sanctions de manière unanime, notre capacité à porter aussi l'adhésion de 2 pays nouveaux à l'OTAN, qui sont des pays évidemment en lien avec le plateau continental européen. Enfin bref, je suis plutôt modéré sur ces sujets, comme vous le savez, vous des vieux gaullistes, mais néanmoins, je vois quand même des choses avancées. Sur les obus de 155, je l'ai dit évidemment à Joseph Borrell et à un certain nombre de partenaires, ce qui compte, c'est la capacité à produire. C'est l'accès à la poudre, l'accès aux chaînes de production et notre capacité à tenir des rythmes de cadence de production. Ça, c'est véritablement l'enjeu européen. Et donc la capacité à dégager des stocks importants pour être capable de produire de manière fiable et linéaire
pour être en capacité d'aider l'Ukraine. Ça, c'est évidemment une des préoccupations que nous avons actuellement entre Européens. Donc des échanges ont commencé et on va continuer évidemment d'en discuter encore lundi prochain à Bruxelles. Merci, Monsieur le Ministre. Et enfin, dernière intervention de groupe avec Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'étais retenu en hémicycle pour un vote essentiel sur la fusion IRSN-ASN et donc la sûreté nucléaire du pays. Et d'ailleurs, nous venons de faire échec au gouvernement sur ce point. Donc, mais comme j'ai vu que ma présence, mon absence vous manquait, j'ai accouru et je tenais à rassurer Monsieur le Président. Le seul mauvais souvenir de la dernière réunion est un ministre qui répond en déformant le programme d'une opposition ou alors qui a démontré qu'il ne l'avait mal lu, ou pas compris, mais ce serait faire insulte à votre intelligence. Et je n'en suis pas là. Et donc, je voulais déjà, sur cette question de l'Ukraine, qui est une chose sérieuse, au nom du groupe de la France Insoumise de NUPES, à réaffirmer notre total soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens dans leur lutte contre l'agresseur russe et pour l'intégrité territoriale de leur pays. Notre aide est cruciale et je tiens à souligner l'effort particulier qu'a fait la France en la matière. En parallèle, rappelons que tout doit être fait pour revenir à la paix le plus rapidement possible et que le retrait russe des territoires illégalement occupés depuis le début de l'invasion est un préalable. Monsieur le ministre, j'aurais donc 2 questions précises sur notre aide. Je souhaiterais vous interroger, et vous venez d'évoquer la question des obus de 155, sur notre partenariat avec l'Australie. Il s'agit là d'un besoin crucial, souligné par tous les observateurs. Pouvez-vous nous faire un point d'étape sur ce partenariat ? Vous avez indiqué que les premières livraisons auraient lieu au cours du premier trimestre 2023. Qu'en est-il ? Quelle est la cible de production et de livraison attendue ? Ensuite, je souhaiterais parler du futur de notre soutien. J'ai bien pris note que vous aviez reçu l'autorisation du Président de la République et de la Première ministre pour sortir de la LPM les dépenses relatives à l'aide apportée aux Ukrainiens et vous l'avez réaffirmé devant notre commission à l'instant. Toutefois, la logique et le bon sens voudraient que vous nous présentiez prochainement un projet de loi de programmation militaire avec des lignes budgétaires directement affectées à des cessions d'armement ou alors un autre texte budgétaire avec ces lignes de cession. Parce que force est de constater que dans la conflictualité présente et future, où la confrontation avec une puissance dotée empêche tout engagement qui irait au-delà de l'aide militaire et financière, les cessions d'armement sont cruciales. Or, celles-ci doivent être prévues pour que l'on n'obère pas nos propres capacités et que l'on puisse planifier, y compris l'utilisation des chaînes de production de notre BITD. Dès lors, allez-vous prévoir des crédits budgétaires pour l'achat d'armements destinés à être cédés ou non dans la LPM ou dans un autre texte budgétaire? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Ouais, merci beaucoup, Monsieur le député. Je commence peut-être par la fin. Sur sortie des LPM, évidemment, je vous le reconfirme. Ça veut donc dire qu'on repasse sur une annualité budgétaire, soit en PLF, soit en loi de finances rectificative, classique et normale. Après, on va quand même retrouver des traces de cession dans la LPM, non pas sur le volet budgétaire, ça c'est sorti, je le redis, mais évidemment sur les cibles. Alors après, c'est là où il faudra qu'on fasse le tri par honnêteté intellectuelle, entre les armes anciennes dont on a au fond accéléré le retrait et qui auraient quand même fait l'objet d'une recomplétude. Je donne l'exemple du Crotal, peut-être que l'exemple le plus évident. On a donc accéléré la cession des Crotal et donc on accélère l'achat des VL Mica. Donc ça correspond à une première famille. Et à chaque fois, j'en ferai la démonstration pour que ça soit clair en termes de transparence. Et évidemment, la cession d'armes neuves dont il n'y avait pas de raison de les retirer aussi vite, les Césars étant sûrement évidemment les plus connus désormais de ces matériels neufs, où là pour le coup il y a une recomplétude sur du matériel neuf. Donc j'ai envie de dire par transparence, on ira même jusqu'à ce degré là, parce que ça semble absolument évident que de montrer cette affaire-là. J'insiste aussi sur le fait que le fonds de soutien a donc du bon, parce que pour le coup, lui, il est évident, puisque ce sont les parlementaires qui le votent en loi de finances ou le cas échéant en loi de finances rectificative, et au moins les choses sont claires, et avec une somme plafonnée, et évidemment les 200 millions d'euros là ont été globalement affectés, donc j'ai pas eu le temps de répondre à la question tout à l'heure, je m'en excuse, et donc se posera évidemment la question en lien avec le Parlement de l'augmenter le cas échéant. Sur les obus de 155 mm, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu
européen. C'est pour ça qu'on a eu cette discussion avec les Australiens, dans lequel, évidemment, post-affaire d'Itocus, on se parle beaucoup avec la nouvelle équipe du gouvernement albanais et avec mon homologue. Ils ont à cœur de faire des choses aussi utiles pour l'Ukraine. Et nous, en fait, on s'est aperçu que entre ceux qui ont le corps des obus, ceux qui ont les explosifs et ceux qui ont les poudres, globalement, ça nous permet tout simplement soit de moins prélever sur certains stocks, soit tout simplement aussi de réaccélérer certaines productions. Je suis très précis, par exemple, eux fournissent les explosifs. Voilà. Ça c'est ce qui nous permet d'apporter là où Nexter ou Orinco avaient peut-être des enjeux justement d'approvisionnement sur cette affaire-là. Donc on va nous grâce à cet accord avec l'Australie, ça nous permet donc d'accélérer et de multiplier par 2 la livraison du nombre d'obus de la France vers l'Ukraine. On relève un peu le risque parce que précisément on peut produire plus. Voilà. Donc ça c'est véritablement un exemple intéressant. Il n'est pas en européen, ça c'est factuel, mais ça veut dire aussi qu'en européen, on doit aussi pouvoir imaginer des choses assez similaires dans les temps qui viendront, au-delà des instruments tels que ça a été rappelé, qui sont proposés par l'Union européenne ou la Commission. Là, je pense qu'il y a un enjeu tout simplement industriel de faire rencontrer les différents stocks avec les différentes lignes de production et les différents sous-traitants. C'est aussi, au fond, un des pans très pratiques de l'économie de guerre. Merci, Monsieur le Ministre. Nous avons 13 questions individuelles et nous allons les prendre de manière relativement groupée pour essayer de gagner du temps. La parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Depuis plusieurs années, la Chine et la Russie renforcent leurs liens diplomatiques, économiques et militaires au service de leur contestation commune de l'ordre international. Si ces derniers peuvent apparaître unis au service de cette cause, les 2 pays n'ont jamais officialisé d'alliance, la Chine étant, semblerait-il, soucieuse de ne pas être tenue responsable des actions du Kremlin. De ce fait, la Chine n'a jamais condamné ni soutenu directement la Russie dans son effort de guerre. Pourtant, récemment, Tony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a affirmé l'intention de la République populaire de Chine de fournir des armes à la Russie, ce que Pékin a aussitôt réfuté. Outre les considérations diplomatiques engendrées par un potentiel soutien chinois à la guerre menée par la Russie en Ukraine, quelles seraient, selon vous, Monsieur le Ministre, les conséquences d'une telle entreprise sur le champ de bataille? Plus encore, si la Chine venait à fournir en armes la Russie, cela pousserait-il la France à renforcer son soutien à l'Ukraine? Et une petite question subsidiaire aussi, est-ce que nos services, avec le recul que nous avons sur la guerre en Ukraine maintenant, qui date de plus d'1 an, ont une vision sur la traçabilité de ces armes légères qui peuvent être livrées à l'Ukraine et qui pourraient aussi alimenter le trafic d'armes au service du terrorisme? Et enfin, je rappelle juste à Monsieur le Ministre qu'il y a 1 semaine, on fêtait l'anniversaire de la sortie du commandement intégré de l'OTAN, mais ce n'est pas au gaulliste que vous êtes que je vais faire cette offense. Merci. Merci. La parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord, merci de vous rendre aussi disponible auprès des commissaires de la Défense. L'objectif annoncé par Joseph Borrell en février 2023 est clair, il s'agit de former 30 000 soldats ukrainiens. 10 000 ont déjà été formés ou reçoivent actuellement une formation individuelle, collective ou spécialisée en Pologne ou en Allemagne. Sur ces 15 000 Ukrainiens, la France en formera 2 000 dans un premier temps. Une partie de ces formations s'effectuera en France, une autre en Pologne, via le déploiement de 150 militaires français, avec pour objectif de former 600 soldats ukrainiens chaque mois. L'objectif étant d'assurer l'autonomie des Ukrainiens à terme, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser le champ disciplinaire de ces formations qui sont, comme vous l'avez rappelé, complémentaires à celles de nos alliés? Combien de nos militaires sont engagés dans ce programme de formation? Sur quelle durée? Au-delà et sur les années à venir, est-il prévu de poursuivre cet accompagnement en matière de formation militaire, que ce soit sur le plan opérationnel, mais aussi sur un plan plus stratégique, en intégrant des militaires ukrainiens à un certain programme de formation dispensé par nos grandes écoles militaires ou civiles? Je vous remercie. Merci. La parole est à José González. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en octobre dernier, vous annonciez que 2000 soldats ukrainiens seraient formés en France sur le maniement des armes et du matériel que nous leur livrerions. Objectif d'autant plus nécessaire du fait de la sophistication de certains de nos matériels les plus récents.
Mais aussi, vous précisiez que ces formations se verraient également plus généralistes quant à la posture du combattant, tandis qu'elles concerneraient aussi la logistique parmi les besoins identifiés par les Ukrainiens eux-mêmes, conscients de leurs lacunes d'ailleurs, en ce qui concerne l'armement, par rapport à l'agresseur russe. Je pense notamment aux formations d'artilleurs sur le canon César, formation déjà entreprise à l'époque, au système de défense antiaérien Crotale, avec les systèmes solaires multicouches, justifiés par la lutte anti-drone et les bombardements aériens, ainsi que possiblement aux missiles sol-sol, tels que le lance-roquettes multiple, si celui-ci leur était livré. En outre, nous apprenions tout récemment que la formation accélérée dispensée aux militaires ukrainiens depuis un mois maintenant en Allemagne et en Espagne, quant à l'utilisation des chars Léopard 2, venait de s'achever. Si les Allemands semblent plutôt satisfaits du résultat de cette formation accélérée, qu'en est-il des entraînements dont se voit charger la France? Des lacunes ont-elles été identifiées nécessitant une formation prolongée? Vous aviez toujours, en octobre dernier, indiqué un délai de quelques semaines d'entraînement pour ce qui concerne les soldats ukrainiens accueillis par nos unités. Ces derniers sont-ils maintenant prêts? Quels sont les retours de nos militaires presque 5 mois plus tard et qu'est-ce que cela coûte à nos armées? Enfin, si l'objectif annoncé était de 2000 soldats ukrainiens, combien en avons-nous à présent formés à ce jour? Monsieur le ministre, je vous remercie pour la réponse que vous allez nous apporter. Merci. La parole est à Yannick Favonnec-Beko. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre. Je me joins à la voix de mes collègues pour souligner votre disponibilité régulière devant notre commission. La guerre d'Ukraine confirme, Monsieur le Ministre, le rôle prééminent des drones, en particulier l'importance de disposer de munitions téléopérées de coût modéré, considérées comme des équipements consommables au même titre que les autres munitions. Pour autant, un récent rapport d'information sénatoriale indique que 90% des petits drones utilisés sont perdus. Les drones mâles Reaper, armés, bien que très utiles dans des guerres asymétriques, risquent d'être difficilement exploitables dans un contexte symétrique, compte tenu de leur vulnérabilité et de leur coût. Par conséquent, à la lumière du conflit ukrainien et dans la perspective de la future loi de programmation militaire, pouvez-vous nous apporter des précisions sur l'équipement de nos unités terrestres en engins non pilotés pour le renseignement ou pour la frappe? Je vous remercie. Merci. La parole est à Sabine Thilaye. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Il y a quelques jours, avec nos partenaires étrangers et industriels, a eu lieu l'exercice spatial Astérix, visant à préparer nos armées à la guerre spatiale dans le cadre d'un conflit à haute intensité. Alors, nous avons vu au début de la guerre en Ukraine à quel point l'espace était devenu un lieu stratégique dans une guerre à haute intensité. Le réseau Starlink de SpaceX a permis à l'Ukraine de continuer à avoir un accès à Internet et donc de maintenir un large réseau de communication, notamment pour les militaires. En février dernier, les députés européens ont voté à la quasi-unanimité en faveur de la future constellation satellitaire IRIS-2 destinée à l'Internet haut débit. Au sein de l'Union européenne, la France est quand même un État membre important dans le domaine spatial. Je me réjouis d'ailleurs de voir que le commandant de l'espace va monter en puissance dans la prochaine loi de programmation militaire. 1 an après le début du conflit, quel bilan pouvons-nous en tirer dans le domaine spatial militaire? Et est-ce que la France, avec nos partenaires européens, a apporté une aide importante à l'Ukraine dans le domaine spatial? Voici, Monsieur le Ministre, pour cette première salve de 5 questions, sachant que je vous précise qu'il nous en restera 2 salves. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Monsieur le député Géletti, sur la Chine. La diplomatie française, pour le coup, elle s'est exprimée clairement en disant, évidemment, que la Chine ne devait pas aider la Russie, et je le redis, aider un État agressé ou aider un État agresseur, je le redis parce que parfois des comparaisons peuvent se faire de manière un peu trop rapide, évidemment ce n'est pas comparable. Et il est clair que la visite du président de la République en Chine s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier qui va nous permettre évidemment de regarder quels sont au fond les efforts que la Chine veut /
peut faire dans la résolution du conflit. On ne peut pas ne pas voir que le plan de paix a été mis sur la table, il est ce qu'il est, et il va sans dire qu'il doit se faire avec les Ukrainiens. Enfin, voilà, je pense que là, pour le coup, il y a un dialogue stratégique à mener, et je ne me place pas dans la situation dans laquelle où la Chine aiderait la Russie. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des efforts à mener avec un dialogue, et je pense que c'est le rôle de la France de le faire singulièrement. Et que d'ailleurs, peut-être que non seulement c'est son rôle, mais qu'en plus, c'est peut-être aussi celle qui a le plus de chances ou de capacité pour arriver justement à tenir un dialogue de qualité en la matière. Traçabilité des armes, c'est un enjeu majeur. On s'en parle entre alliés, dans le format Rammstein notamment. C'est vrai sur les affaires de corruption. Évidemment, la traçabilité va souvent, malgré tout, avec les problèmes de corruption. Alors, il y a la corruption, il y a aussi évidemment les armes que les Russes pourraient récupérer et les réinjecter dans d'autres théâtres. C'est évidemment le sujet que Wagner, évidemment, peut nous poser, où on peut retrouver éventuellement demain des armes sur le théâtre africain. Bon, des efforts importants, sur lesquels je ne rentre pas dans les détails, sont déployés. En tout cas, c'est identifié. C'est beaucoup d'efforts par les services de renseignement, par les alliés, et c'est quelque chose sur lequel évidemment on sensibilise énormément les Ukrainiens. Quant à la relation à l'OTAN, merci Monsieur le député, il ne faut pas non plus que ça vire un anti-américanisme primaire, mais ce n'est pas votre cas. Mais voilà, bien pris en tout cas. Madame la députée et Monsieur le député, vous êtes tous les deux revenus sur les questions liées aux formations, qui me permet peut-être de donner aussi quelques chiffres ou éléments sur lesquels nous n'avons jamais communiqué encore publiquement sur ces sujets. Bon, déjà en termes de chiffres, on s'est donné un nouvel objectif, qui est un objectif de 6000 soldats ukrainiens formés par la France. Sur ces 6000, monsieur le député, je vous confirme le chiffre de 2000 que je vous avais indiqué, 2000 sur le sol national, dans des unités des armées françaises, et 4000 dans le cadre des missions de formation que nous avons déployées en Pologne, en européen, et souvent d'ailleurs en franco-polonais. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage publiquement aux partenaires polonais, parce qu'on a noué une intimité, une réactivité, et je pense que la relation entre Paris et Varsovie est importante pour l'avenir. Et donc là aussi, évidemment, il y a des choses qui sont en train de se déployer. Sur les exemples de formation, je vais tout simplement prendre les dernières. Elles ne vous surprendront pas. Soit pour l'utilisation, soit pour la maintenance du matériel donné. Typiquement, les AMX d'ICRC ont donné lieu à un catalogue de formation qui allait avec, enfin une offre de formation qui allait avec. On a peu parlé du MCO, alors qu'au fond, c'est la grosse actualité du moment. Et donc, en fait, on essaie aussi, nous, de stimuler la formation de MCO. Avoir un combattant sur un matériel, c'est bien. Avoir le mécano qui va avec, c'est encore mieux. Si le combattant lui-même peut être mécano sur certains aspects, ça peut aussi avoir du sens dans le combat terrestre, notamment. On le fait également, évidemment, sur le santé, où je vous rappelle que là, pour le coup, la prise en main d'un dispositif comme celui-ci est autrement plus complexe. Là, on est sur de la technologie qui est très fine. C'est quand même, là, pour le coup... Pour un soldat de l'armée de l'air et de l'espace française, c'est pratiquement 10 mois de formation. Bon, on essaye aujourd'hui de former des soldats ukrainiens en seulement quelques semaines. Donc vous voyez la gageure de ce que ça représente. Donc ça représente aussi un effort important pour nos armées, donc, ce qui d'ailleurs n'est pas inutile en termes de pédagogie, etc. Mais donc là, il y a un enjeu, et il est évident qu'on le prend très au sérieux. Quant à votre question, monsieur le député, sur le coût pour les armées, non, je veux dire, la formation, pour le coup, c'est du temps homme. Donc, ce sont des militaires d'active ou de réserve, le cas échéant. Donc, on est dans les enveloppes qui existent. Enfin, ces militaires auraient été militaires par ailleurs s'il n'y avait pas eu la formation de soldats ukrainiens. Donc, pour le coup, l'item de la formation ne pose pas de difficulté en tant que tel. Sur la satisfaction, alors c'est une pente dangereuse que de me poser cette question, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un ministre des armées françaises de donner un niveau de satisfaction ou non de ce que les soldats ukrainiens réalisent sur le terrain ou pendant les formations, mais je dois être honnête, les retours de nos soldats sont extraordinairement positifs. Je le dis pas gratuitement, la capacité de compréhension, la capacité de résilience, d'imagination des soldats ukrainiens au contact de nos matériels et au contact de nos soldats, ça fonctionne très bien. Voilà, je dois le dire, on n'a pas d'alerte particulière, et c'est même plutôt le contraire. Monsieur le député Favzek, merci pour vos mots. Drone, ça sera évidemment un gros morceau de la loi de programmation militaire. Alors, maintenant, il va falloir qu'on arrive à casser le mot drone en plusieurs morceaux. Parce qu'un Euromal ou un Reaper ou un Patroller,
à plusieurs millions d'euros, c'est évidemment pas la même chose que des munitions téléopérées ou les essaims de petits drones. D'ailleurs, peut-être que nous, dans les mots, il va peut-être falloir aussi que dans la langue française, on commence à développer peut-être des langages nouveaux. Et c'est pour ça que parfois, je parlerai de plus en plus de munitions téléopérées, c'est-à-dire en clair quelque chose qui est jetable, là où au fond, parfois d'autres drones sont des avions, tout simplement des avions sans pilote, mais on n'est plus du tout dans la même gamme. Bon. Deuxième chose, je le disais tout à l'heure, un missile ou un énorme drone à plusieurs qui coûte très cher pour répondre à une menace qui, elle, expose 30 000 euros ou 40 000 euros, ça n'a pas de sens. Donc ça va être l'enjeu de la grille de proportionnalité, non pas que militaire, mais aussi économique sur la gamme des matériels. Ça, je pense que c'est évidemment un sujet très important. Et globalement, je vous proposerai une copie autour de 5 milliards d'euros sur l'ensemble de la LPM, uniquement sur la question des drones. L'enjeu, me semble-t-il, étant donné que nous avons pris un certain retard, c'est de ne pas chercher à rattraper le retard, mais à faire le saut d'une génération technologique. C'est de se dire, voilà, typiquement le Reaper Euromal, très bien. Sur les munitions téléopérées, plutôt que d'aller sur des choses qui existent déjà, peut-être prendre notre risque et développer quelque chose de bien made in France qui correspond aussi à nos théâtres et à nos contrats opérationnels. Donc ça, j'aurai l'occasion de revenir vers vous, évidemment, sur cette affaire-là. Le spatial, l'autre grand sujet qui méritera aussi des développements plus longs, j'y réponds de manière synthétique. Bon, déjà, il y a les usages depuis l'espace, évidemment, trouvent leur rôle sur le conflit en Ukraine. En plus, il n'y a pas de sujet de co-belligérance. Observer ce qui se passe en Ukraine, c'est pas être co-belligérant, là aussi. Bon. Évidemment, il y a aussi les usages, parfois d'ailleurs, d'objets spatiaux civils que les Ukrainiens ou les Russes peuvent avoir, notamment tout simplement le GPS. Enfin, je veux dire, il va sans dire que la capacité à s'orienter avec un téléphone, c'est aussi l'application d'un usage spatial civil dans votre poche. Donc, enfin, ça dépend pour qui. Oui, pour nous. Je vous rassure, le Galileo n'est pas ouvert à tout le monde. Bon. Donc, en tout cas, on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Je vous ferai aussi, évidemment, les retours sur les grands exercices du moment. Vous avez cité Astérix. J'aimerais aussi citer Orion, qui est quand même... Exactement. Non, mais qui fait partie quand même de l'ensemble des grands entraînements que l'armée française est en train de mener. Et on ne peut pas parler d'LPM si on ne fait pas aussi le retour d'expérience dans ces grands entraînements. Quand ils seront terminés et pendant la discussion de la programmation militaire, je viendrai évidemment aussi devant vous pour vous montrer ce qui fonctionne et ce qu'il faut améliorer, parce qu'un bon entraînement, c'est forcément montrer des choses qui fonctionnent et des choses qu'il faut améliorer. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Charlotte Guacci-Bolognaise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a un peu plus d'un an commençait le conflit en Ukraine. Nous avons tous en tête des images marquantes et le lourd tribut payé par les civils ukrainiens. Les pertes militaires sont également très lourdes. S'il est évidemment impossible de dresser un bilan exact, d'autant plus en temps de guerre où la surestimation ou sous-estimation des morts et blessés est une arme stratégique, plusieurs sources estiment les pertes dans l'armée ukrainienne à 100 000 morts et blessés. Si l'opinion publique s'alerte aujourd'hui des pertes civiles, et ce, à juste titre, nous devons aussi nous soucier de l'avenir des militaires ukrainiens. La France a bien sûr un rôle militaire et diplomatique à jouer dans ce conflit. Nous disposons, avec le service de santé des armées, d'un outil exceptionnel et d'une expertise forte sur la prise en charge des militaires blessés en opération, avec une chaîne médicale complète au plus près des zones de combat. Monsieur le ministre, ma question est simple. Est-ce que le SSA fait bénéficier les Ukrainiens de ses compétences précieuses pour les aider sur le terrain à prendre en charge leurs blessés? Et si oui, comment pourrait-on caractériser le volet sanitaire de notre soutien médical militaire à l'Ukraine? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Philippe Ardouin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour vos propos très instructifs et très intéressants qui nous éclairent sur la situation actuelle en Ukraine. Depuis le déclenchement de cette guerre sur le territoire européen, il y a maintenant plus d'un an, la France, par la voix du Président de la République, a toujours apporté un soutien fraternel et inconditionnel au peuple ukrainien. Les nombreuses livraisons d'armes, de canons, de munitions ou d'équipements légers marquent notre attachement à la défense des Européens et à la liberté des peuples de décider par et pour eux-mêmes. L'Ukraine a régulièrement remercié la France pour son engagement renouvelé, soutien d'autant plus important que le conflit risque malheureusement de s'inscrire dans la durée. Pour maintenir dans le temps cet effort à l'Ukraine et assurer notre propre protection,
Avons-nous pu d'ores et déjà recompléter nos stocks concernant ce matériel? En outre, le budget consacré à la défense solaire a toujours été un parent pauvre des précédentes LPM. Le conflit en Ukraine nous démontre à quel point la défense solaire est essentielle pour la protection du territoire national. Dans ce contexte, quel budget voulez-vous consacrer, Monsieur le ministre, dans la prochaine loi de programmation militaire à cette question et quelles sont vos priorités d'investissement en ce sens? Je vous remercie. Merci. La parole est à Christophe Négen, que je félicite pour sa nomination donc, comme rapporteur de la mission d'information dédiée au soutien militaire français à l'Ukraine. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis le début du conflit, la France est aux côtés de l'Ukraine, mais à quelle hauteur exactement et peut-elle aider encore davantage les forces ukrainiennes? C'est justement pour répondre à cette question que notre commission a fait le choix de lancer une mission flash sur le soutien militaire à l'Ukraine, dont je serai le co-rapporteur avec mon collègue Lionel Royer-Perrault. Au fil des mois, nos armées ont constamment œuvré pour apporter un appui aux Ukrainiens. Il faut prendre en compte, si on est pragmatique, d'un côté le fait d'assurer une protection efficace à l'Ukraine pour garantir indirectement notre sécurité, mais aussi éviter que notre contribution ne se fasse au détriment de nos armées et affaiblisse notre propre défense. Monsieur le ministre, ma question sera donc: comment vous assurez-vous que nos stocks restent suffisants? Cela reste bien entendu la base fondamentale de notre souveraineté militaire. De plus, soyons réalistes, certaines livraisons peuvent se faire sans trop de conséquences. Je pense notamment aux véhicules de l'avant blindé, les VAB, dont le remplacement est déjà acté via le programme Scorpion. Cependant, pour les autres livraisons, comme les 18 César, sur les 76 que détenait notre armée de terre, ou les 2 lance-roquettes unitaires sur les 13 en stock, cet appui-là est utile, mais quid des conséquences sur notre préparation opérationnelle? Par ailleurs, je sais que nous avons ici, en France, un atout de taille, ce sont nos entreprises, nos industriels. Toutes les entreprises de la défense qui se tiennent prêtes sont-elles en mesure de soutenir le rythme pour reconstituer nos stocks après livraison? Sur ce point, je tiens à vous alerter, les entreprises de notre BITD font face à des obstacles, manque de main-d'œuvre, réticence des banques à financer et lourdeur des procédures imposées par le règlement européen REACH. Que proposez-vous pour elle? Notre industrie doit avoir toutes les cartes en main si nous voulons poursuivre de front ce soutien indispensable à l'Ukraine et la remise à niveau de nos armées. Merci. La parole est à Christian Girard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour vos propos éclairants sur le soutien à l'Ukraine, qui nous permet de saisir au mieux le rôle de notre pays dans la recherche de l'équilibre des puissances. En corrélation avec le soutien à l'Ukraine, les retours que nous avons du conflit nous font observer des pertes conséquentes en termes d'hommes. Les armées régulières et professionnelles de chaque camp, soumises à forte attrition, ont été mises à rude épreuve. Et le conflit tient beaucoup sur les réserves, sur la loi martiale et sur les mobilisations partielles décrétées. Ma question est de savoir comment faire gagner nos réserves militaires en masse en cas d'engagement de notre pays dans un conflit de haute intensité et d'usure prématurée de nos militaires professionnels. De nombreux sujets d'inquiétude demeurent car la formation de réservistes opérationnels ne se fait pas en un jour. Le CNU n'y semble pas destiné et le dernier sondage réalisé par Gallup en 2017 avait donné seulement un taux de 29% de réponses positives à la question de savoir si les sondés étaient prêts à aller se battre pour le pays. Ce qui en dit long sur la force morale des potentielles réserves du pays. Aussi, à quel grand axe envisagez-vous pour épaissir nos réserves en quantité et en qualité? Je vous remercie. Merci. Enfin, la parole est à Vincent Bru. L'apport matériel de la France à l'armée ukrainienne, qui est tout à fait légitime, a suscité des interrogations. Les biens prélevés dans les stocks de nos armées ont questionné l'opinion sur les risques que nous faisions éventuellement encourir à notre défense. Le cas du César que vous avez cité a été cité. Le ministère s'est engagé à livrer 12 nouveaux Césars, en plus des 18 qui ont déjà été donnés. L'inquiétude a porté sur le fait de ponctionner nos stocks, qui étaient à 73 Césars avant février 2022. De fait, Nexter s'est mobilisé pour répondre à la demande de l'État pour le compte de l'Ukraine et de recompléter les stocks français. Ainsi, pouvez-vous nous dire si nos stocks sont aujourd'hui revenus
à leur niveau initial. Le fait d'avoir dû prélever des Césars dans nos stocks souligne aussi que les industriels n'ont pas été en capacité de répondre totalement à la demande. Je vous demande donc si la relocalisation annoncée d'une vingtaine d'industries de la défense pourrait permettre d'accélérer la production de nos industriels. Je vous remercie. Merci. Pour accélérer les choses, je vous propose de prendre les 3 dernières questions maintenant. La parole est à Julien Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans le cadre du soutien à l'Ukraine, la France a été mobilisée avec une prise en charge médicalisée de blessés de guerre par des actions conjointes du ministère des Armées, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Santé. Alors que les 2 armées subissent en Ukraine un nombre très important de blessés, par plusieurs dizaines de milliers, cela doit nous pousser à une réflexion sur notre propre service de santé des armées. On a vu au cours du conflit ukrainien de très nombreux blessés touchés en première ligne, assez loin des hôpitaux militaires. J'en déduis qu'avoir des capacités opérationnelles importantes de médecine d'urgence directement sur le front est essentiel dans le cadre de la haute intensité. La formation aux gestes de secours de nos soldats, notamment par les modules de sauvetage au combat, est aussi un enjeu majeur. Ainsi, j'aimerais savoir si vous avez des retours d'expérience pertinents d'Ukraine à nous partager sur cette prise en charge des blessés au front et du soutien qu'elle nécessite. Quelles conclusions en faites-vous ? Cela me paraît un axe de réflexion important à avoir pour adapter notre service de santé des armées et éventuellement les techniques de sauvetage qu'acquièrent nos soldats au vu des nouveaux enjeux. Je vous remercie. Merci. La parole est à Christophe Blanchet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais évoquer une arme de guerre, une munition, mais qui n'a pas besoin de poudre. Je vais parler de l'information. La gestion de l'information. Cette information qui peut mobiliser, comme elle peut démobiliser si on rappelle la vérité. Le peuple russe, aujourd'hui, subit une information qui n'est pas la nôtre, donc une désinformation. Et c'est un angle d'attaque. Beaucoup de guerres se gagnent évidemment sur le terrain des armes, sur la stratégie, mais beaucoup aussi sur la démobilisation due à une réelle information. Est-ce qu'on a une réflexion là-dessus pour pénétrer les médias russes, pénétrer le peuple russe? Je ne sais pas de quelle manière, mais cette bataille de l'information pour démobiliser le soutien qu'ils peuvent apporter à leur président est une vraie bataille si on veut réussir à terme à revenir sur la base des négociations pour la paix. Et enfin, on a gardé le meilleur pour la fin. La parole est à Jean-Pierre Cubert-Affon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il est vice-président. Monsieur le Président, je suis navré de ces interventions. C'est la dernière. Ce n'est pas une question, c'est une information. Je voulais me réjouir et vous donner cette information. La Dordogne a appris avec beaucoup de plaisir qu'on allait relocaliser la fabrication de poudre à Bergerac. Et je tenais à remercier le ministre parce que c'est suite à son intervention que la poudrerie de Bergerac va relocaliser la fabrication de poudre qui avait été délocalisée en Suède. Donc on ne peut que se féliciter pour la Dordogne, bien sûr, en premier, et pour notre pays. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes effectivement attendu dans l'hémicycle, donc je vais être le plus synthétique possible. Service de santé des armées. Pour celle de M. Cubert-Affon, je le remercie à mon tour d'avoir aussi porté ce dossier dans son département. Et on a eu de nombreuses réunions de travail en amont. Vous en étiez. Et vous remercierez aussi de par là même les acteurs industriels, mais aussi les élus locaux, évidemment, qui ont œuvré. Parce que la relocalisation, ça veut dire aussi un territoire disponible pour le faire, surtout sur des activités aussi dangereuses. Et à mon tour, je vais avoir une pensée particulière, évidemment, pour la victime, évidemment, dans les usines Nexter, que Bergerac a connu une explosion importante il y a maintenant plusieurs semaines. Donc, je veux dire, tout ça demande aussi une résilience territoriale et votre département et le réseau d'élus qui vous entourent en font preuve. Voilà. Donc, je voulais vraiment aussi le dire ici, monsieur le député. Sur le service de santé des armées, plusieurs manières d'aider. Évidemment, la prise en charge de blessés dans des situations particulièrement complexes et difficiles, sur lesquelles, évidemment, on apporte un concours.
Au moment où je vous parle, c'est une dizaine de blessés qui sont traités dans les hôpitaux militaires français sur des pathologies particulièrement lourdes, motrices essentiellement, de reconstruction, qui sont d'ailleurs assez émouvantes quand on les visite. Le soutien médical à l'Ukraine, il passe aussi par la formation. On parle de formation sur plein de sujets, mais il faut aussi en parler, évidemment. Ça permet de parler aussi du retour d'expérience. M. le député Rancoul, on a déjà un bon retour d'expérience, et pour cause, Barkhane. Et pour cause, l'exposition, nous sommes une armée d'emploi avec malheureusement des tués et des blessés. Et donc on a déjà un retour d'expérience important dont on arrive à faire profiter aux Ukrainiens parmi les formations. Le sujet sera pour le service de santé des armées, mais j'y reviendrai dans le cadre de la programmation militaire, c'est la concomitance de plusieurs crises en même temps. C'est-à-dire qu'un engagement majeur et un attentat de masse dans lequel les hôpitaux de Bégin et Percy à Paris sont sollicités, et une pandémie type Covid. Et si vous avez plusieurs enjeux ou crises en même temps. La concomitance des crises est un des sujets qui me préoccupe pour le service de santé des armées. Après, quand on prend les défis individuellement, il y a un engagement du SSA qui est absolument remarquable, et pour le coup, les choses sont bien tenues. Enfin, dans les sessions, j'en parle jamais, mais on a évidemment pratiquement cédé pour un demi-million d'euros de matériel de soins pour les combattants ukrainiens, parce qu'évidemment, là aussi, il n'y a pas de santé, en tout cas, il n'y a pas de soins de combat sans un certain nombre d'équipements spécifiques. Sur la défense sol-air, pour le coup, c'est un des enjeux importants pour le député Ardouin de la future loi de programmation militaire. Ce sera pratiquement 5 milliards d'euros en la matière. Oui, les décisions de recomplètement sont déjà en cours. J'ai parlé des Crotales. Il va sans dire que les décisions sur les VL-MICA sont en train d'être prises. En tout cas, moi, je les ai validées politiquement. Après, un certain nombre de comités ministériels d'investissement vont se tenir, et vous retrouverez tout ça dans les différentes programmations budgétaires que nous soumettrons au Parlement. Cela va sans dire. Monsieur le Président Nejden, bravo pour votre mission. Elle est importante. Alors, vous l'avez un peu problématisé de manière globale avec les différents enjeux qu'il faudra traiter. Et moi, évidemment, je suis à l'ensemble du ministère et à la disposition de la mission pour répondre et approfondir peut-être aussi un certain nombre de points. Je pense qu'il y a tout un enjeu lié à l'économie de guerre dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire en clair, quelle est la visibilité que l'on donne aux entreprises pour relever le défi. Dès lors que notre BITD est branché complètement à notre modèle d'armée, il faut donc que la BITD suive. Je crois qu'on n'a pas le choix. Notre modèle français, depuis les années 60, il repose là-dessus. Le problème, c'est qu'évidemment, 20 ans de lutte contre le terrorisme fait qu'on a utilisé plus ou moins les mêmes armements à chaque fois. Et là, tout d'un coup, un engagement majeur, les cessions à l'Ukraine, mais pas que, peuvent aussi donner une réflexion nouvelle sur l'attrition, sur évidemment le ratio entre la rusticité et la technologie, la soutenabilité économique de cette affaire-là. Bon, et puis le risque aussi que l'entreprise doit prendre. Et là, je crois que c'est aussi un sujet clé, parce que c'est aussi de la visibilité que l'État doit à l'entreprise, l'accompagnement à l'export, parce que on le dit pas assez, mais enfin, c'est parce qu'il y a de l'export d'armement que notre modèle est équilibré. Sinon, on serait condamné depuis bien longtemps à acheter à Pékin, Washington ou Moscou en fonction des affinités des uns et des autres. Donc, je crois que là, il faut aussi qu'on se fasse preuve de pédagogie collectivement sur les conditions justement de cette autonomie stratégique. Et donc là, il y a tout un sujet que l'Ukraine révèle. Et je pense, Monsieur le Président, vous vous rendrez compte aussi que le Covid a soulevé sur les chaînes logistiques, sur les supply chains, sur la gestion des stocks stratégiques. Et c'est bien souvent d'ailleurs le Covid qui a donné quelques frayeurs sur des acheminements d'un certain nombre de matières premières, qui me donne donc aujourd'hui l'occasion de prendre des décisions de relocalisation, ce qui permet de répondre aussi à ce qui a été dit, parce que ce n'est pas qu'une affaire de guerre, c'est tout simplement aussi une affaire de sécurisation des chaînes logistiques. Donc ça, l'enjeu, il est majeur. Sur les Césars, je l'indiquais tout à l'heure, ça va être un bon exemple de ce qui fonctionne. Alors, 44 mois pour construire un César, on est en train de tomber à 18 mois. C'est spectaculaire de la part de Nexter, il faut rendre hommage aux équipes parce qu'elles ont entendu le message. Ce qui va nous permettre quand même, entre novembre de cette année et mars de 2024, de voir 30 nouveaux Césars livrés à l'armée française. Donc là, vous voyez, on commence, ça y est, à être dans la mécanique, sauf que ce qui est vrai pour un canon César sera peut-être d'une autre nature pour un missile, une munition complexe, sera encore d'une autre nature pour les munitions tout court. Donc là, je pense qu'après, par typologie d'armement, il faudra évidemment aussi regarder comment cette affaire fonctionne. En tout cas, une fois de plus, moi, je suis à votre disposition. Pour moi, c'est clé. C'est clé aussi pour la réussite de notre stratégie à l'export. Vous aurez de plus en plus des clients à l'exportation qui feront de la réactivité et de la maîtrise et du calendrier et du prix une des conditions d'achat. Et d'ailleurs,
quand tout le monde découvre, mais d'accord, mais pourquoi les Polonais achètent en Corée du Sud et n'achètent pas américains? Tout simplement parce que même l'industrie américaine livre trop lentement. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi en termes de compétitivité française, avec tout ce que ça veut dire aussi pour les emplois locaux qui vont avec. Donc là, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais de toute façon, 413 milliards d'euros, une LPM ambitieuse, tout ça, c'est très bien. Mais la réalité, c'est qu'il n'y aura pas de LPM réussi si on n'a pas une industrie qui bouge en même temps que les armées. Ça, et j'aurais besoin de vous, parce que c'est aussi un combat qui est culturel, que les PME ne sont pas les grandes entreprises, que les grandes entreprises qui sont les anciens arsenaux de l'État ne sont pas les entreprises qui ont toujours été sous capitaux privés en termes de culture, qu'il y a des enjeux aussi sur le financement. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des PME du monde de l'armement ont du mal aussi à lever un certain nombre d'emprunts bancaires. Voilà, parce que l'armement, c'est sale, pardon de le dire avec mes mots comme cela. Je suis désolé, au bout d'un moment, j'appelle aussi à ce que la finance soit patriotique. Transition écologique, c'est fondamental, mais enfin, l'autonomie stratégique française pour se défendre et défendre nos valeurs, ça l'est tout autant. Donc ça, je pense que là, il y a un enjeu important, et moi, évidemment, je serai votre complice, si vous l'acceptez, pour réussir cette mission, parce que je pense que c'est aussi l'affaire du Parlement, et c'est pas que l'affaire des militaires ou de la DGA, etc. Et on a besoin de tout s'y mettre. Sur la réserve, on y reviendra, monsieur le député, mais c'est clé pas que pour la haute intensité, c'est clé pour plein de sujets. Je reviens au Covid, je reviens aux crises climatiques dans les territoires d'outre-mer, sur lesquels ce sont souvent les armées qui sont premières à marcher pour venir donner des solutions. Même pas qu'en outre-mer, on l'a vu avec les incendies très graves dans l'Hexagone l'été dernier. Donc il est clair que la professionnalisation des réserves, si j'ose dire, une évolution de la doctrine d'emploi de nos réserves est absolument clé. Elle n'est pas sans lien avec le SNU à terme. Tout simplement parce que plus on éveille à l'engagement, plus on a envie d'être utile pour son pays. Ce n'est pas forcément la réserve militaire, ça peut être la réserve sanitaire, ça peut être la réserve de service civique. Il y a plusieurs manières après de le faire vivre. Mais je pense que ça, évidemment, c'est un sujet clé et il faudra que l'on avance là-dessus. Information. Bon, ça, c'est un sujet dont je pense que, monsieur le député Blanchet, le Parlement doit s'en emparer. Parce que, de toutes les évidences, une démocratie ne pourra pas traiter ce sujet avec la même doctrine qu'un pays autoritaire. Non mais j'enfonce une énorme porte ouverte et je suis frappé d'ailleurs que le sujet ne soit pas plus mis en avant comme cela. Il y a un droit de la presse, la communication c'est pas tout à fait la même chose que la presse. Donc l'information c'est donc aussi la stratégie de désinformation. Est-ce qu'une démocratie peut et doit faire la même chose qu'un pays autoritaire? La réponse est non déjà. Bon. Donc là il y a aussi un enjeu intéressant pour un Parlement, me semble-t-il, que de s'emparer aussi de cette question, sachant qu'après, comme pour tous les sujets, il y a des sujets qui sont plus ou moins discrets, plus ou moins secrets, plus ou moins clandestins, que l'on subit, que se protéger, ce n'est pas se protéger d'une campagne de désinformation, ce n'est pas la même chose que éventuellement la mener soi-même. Enfin, mais je ne parle pas comme ministre pour la France, là je raisonne de manière globale, et je vous le disais, ce sont des sujets qui ne sont pas suffisamment traités dans les enceintes européennes ou même l'enceinte de l'OTAN, et ce sont à mon avis des beaux sujets pour cette législature. Merci, monsieur. Alors, une toute dernière question de notre collègue Emmanuel Fernandez. Voilà, si vous l'avez dit, moi, en toute humilité, je ne peux pas revendiquer ça. Mais je vous prie de m'excuser d'avoir été absent dans l'ordre de passage. Petit problème de coordination avec l'hémicycle, mais ça fait du sport. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, alertait une fois de plus la communauté internationale après une frappe russe à proximité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, dont le fonctionnement ne tient plus aujourd'hui qu'aux générateurs de secours. À chaque fois, dit-il, à chaque fois on joue avec le feu, et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour, notre chance va tourner. Avertissait-il, insistant pour que les nations s'engagent à protéger la sécurité du site qui, selon lui, ne peut passer que par la création d'une zone spéciale. Permettez-moi ici une petite parenthèse pour rappeler que dès le 4 mars 2022, un certain Jean-Luc Mélenchon se prononçait pour que la France demande à l'ONU que soit fixée une zone tampon contre les combats autour de la centrale, zone tenue par une force d'interposition sous l'égide des Nations Unies. Or, voilà maintenant plusieurs mois que le chef de l'AIEA mène de très difficiles consultations avec l'Ukraine et la Russie, visant à aboutir à la mise en place d'une telle zone de protection à Zaporijia. Pour atteindre cet objectif, certes désormais très éloigné, effectivement, désormais très éloigné, mais pourtant
tellement indispensable, absolument indispensable. Il somme le directeur de l'AIEA, il somme la communauté internationale qu'il qualifie de passive sur le sujet, à s'y impliquer avec ardeur. Alors, malgré le fait qu'un temps précieux ait été perdu, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer les mesures qui sont prises par le gouvernement pour que la France, malheureusement restée passive en mars 2022, ne puisse plus être qualifiée comme telle par celui dont la mission est de mettre sous contrôle le risque immense que représente la centrale de Zaporijjia dans le conflit? Je vous remercie. Oui, monsieur le député, je pense que vous avez tort de politiser la question parce que précisément, s'il y a bien un pays qui soutient les efforts de M. Grossi depuis le début, c'est bien la République française. Et je pense que là-dessus, on devrait tous se retrouver. Là où la capitale par laquelle M. Grossi est passé, justement, avant de déclencher les missions, respectivement à Moscou et à Kiev, et avant de se rendre à Zaporijjia, c'est à Paris. Je peux en parler, j'étais là. Les efforts diplomatiques que le président de la République a pu mener avec les deux parties, je peux en témoigner, j'étais là. Quelles sont les circonstances dans lesquelles j'ai eu M. Shoigu, ministre de la Défense de la Fédération de Russie? C'est justement sur le dossier de Zaporijjia, y compris lorsque on a eu des informations qui étaient particulièrement difficiles à comprendre et sur lesquelles nous sommes montés au créneau pour permettre à l'AIEA de mener sa mission. Bon, la difficulté, il faut le rappeler déjà, c'est que si les Russes n'occupaient pas la centrale, il n'y aurait pas de difficulté, ça va mieux en le disant, que évidemment la militarisation de ce site nucléaire civil fait partie de cette hybridité dont on ne veut pas dans ce conflit, parce que là pour le coup on est sur une prise en otage d'un objet nucléaire civil à des fins militaires. D'ailleurs objectivement nous on soutient l'AIEA pour aller au-delà même de la question de Zaporijjia, parce qu'on n'est pas à l'abri demain qu'un missile tombe sur un ensemble de réacteurs d'une autre centrale du pays. Comme vous le savez, l'Ukraine comporte un parc nucléaire important. Qu'au-delà même des actions militaires sur la centrale, il y a aussi des enjeux de sûreté qui nous préoccupent, tout simplement parce que beaucoup de personnel d'exploitation et de maintenance de la centrale, pour des raisons qu'on peut comprendre humainement, ont quitté la centrale. C'est-à-dire que tous les process habituel et classique de la vie normale du centre nucléaire de Zaporijjia, évidemment, se retrouve dans une autre logique sur laquelle l'AIEA, évidemment, surveille de près les choses, qu'il y a des enjeux, évidemment, de production d'électricité pour permettre à tous les systèmes de refroidissement, etc., de la centrale. Bon, donc, tout ça est largement documenté. La réalité, c'est que c'est même plutôt Paris qui prend le lead sur cette affaire, parce que évidemment notre proximité avec l'Ukraine fait aussi que pour des raisons qui tiennent à la sécurité de nos populations, des populations européennes, on se sent évidemment mobilisé. Et puis on ne veut pas, vraiment, je pense qu'il faut laisser l'AIEA travailler. Et à chaque fois que M. Grossi demande quelque chose au président de la République ou à Mme Colonna ou à moi-même, on s'efforce de le faire. Voilà. Après, je ne dis pas tout, mais en tout cas, sachez qu'on est mobilisé sur le sujet. Personne n'a intérêt à avoir un problème sur Zaporijjia. Personne. J'enfonce une porte ouverte, mais ça va mieux là aussi en le disant. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité et la clarté de vos propos, que je crois chacun ici apprécie au-delà de nos différentes sensibilités politiques. Mes chers collègues, prochaine audition mercredi prochain à 9h. Merci.